bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue à ces nouvelles rencontres de Saint-Jean. Mourir chez soi n'est pas un luxe. En parler non plus, tant ce sujet est au cœur de l'actualité, sujet à la fois polémique, intime. Et pour en parler, nous avons la chance ce soir de recevoir Tanguy Châtel, qui a lui-même été longtemps bénévole auprès de centres de soins palliatifs. Il est par ailleurs sociologue. Et enfin, il est l'auteur de ce livre « Vivant jusqu'à la mort ». Le titre raconte bien l'enjeu de cette question, autour de cette question, dont il va nous parler maintenant, pendant une petite heure, après quoi vous aurez tout le loisir de lui poser vos questions. Et puis ensuite, si vous voulez, vous pourrez poursuivre la conversation avec lui et éventuellement vous procurer son livre qu'il pourra vous dédicacer. Bonne soirée, merci beaucoup Tanguy d'être là, c'est vraiment une joie de vous accueillir. Vous pourrez dire à ceux qui malheureusement n'ont pas pu venir qu'ils pourront suivre cette conférence depuis le site de la paroisse sur internet, parce qu'elle est enregistrée. Tanguy, c'est à vous. Merci Philippe, merci pour cette invitation à venir échanger avec vous sur ce sujet qui est à la fois un sujet sensible, mais en même temps un sujet qui nous touche, nous invite à une forme de réflexion de hauteur, de prise de hauteur de vue. Donc c'est vraiment, comme le dit Philippe, et je vais même presque débuter en prenant un contre-pied taquin de ce qu'il vient de dire. Mourir chez soi n'est pas un luxe, oui, mais à quelles conditions en réalité? Ça va être un peu ça le fil conducteur de notre réflexion, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un luxe. Et la pente de la manière dont on aborde les sujets de fin de vie aujourd'hui pourrait conduire à ce que cette lointaine idée, cette antique idée qu'on devrait mourir chez soi, eh bien, deviendrait un luxe. Donc, merci de me donner l'occasion de venir échanger avec vous, parce que c'est des sujets sur lesquels moi je travaille depuis plus de 20 ans. En 2001, j'ai rejoint une association qui s'appelait à l'époque l'ASP Fondatrice, qui est la plus grosse association de bénévoles en soins palliatifs de la région parisienne. J'y ai fait la connaissance du docteur Bernard Pardo, que j'ai la joie de retrouver ce soir. Et ça a changé complètement ma vie, à la fois ma vie personnelle, intellectuelle et spirituelle, mais aussi ma vie professionnelle, puisque me confrontant à des questions de bénévoles, et notamment la question qui me taraudait à l'époque, c'est je suis bénévole dans une association laïque. Comment je fais pour accompagner, dans le respect de cette vision laïque, eh bien, la souffrance spirituelle de la personne en fin de vie? Et j'étais bien embarrassé avec cette question. Et quand je l'ai posée aux autorités de mon association, on m'a répondu tu ne fais pas de prosélytisme. Et j'ai répondu c'est pas la question que j'ai posée. Je n'ai pas demandé ce que je pouvais faire de mes croyances. J'ai demandé comment je pouvais accueillir les croyances ou les non-croyances de l'autre. Et je me suis rendu compte que le sujet de la fin de vie, en fait, soulevait des questions morales, des questions sociales, derrière des questions sanitaires, et puis des questions économiques vertigineuses. Et donc ce sujet m'a passionné. Et à partir de ça, j'ai entrepris un travail de doctorat de sociologie, et c'est comme ça que je suis devenu sociologue, alors que préalablement, j'étais plutôt avocat fiscaliste, comme quoi, vous voyez, on peut passer d'un point extrême à un autre point extrême. Mais j'ai consacré, à partir de ça, ma vie. J'ai continué la pratique de l'accompagnement bénévole pendant 15 ans, puis j'ai rejoint différentes instances qui s'occupent du développement des soins palliatifs en France, dont la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, dont un organisme qui s'appelait à l'époque l'Observatoire national de la fin de vie. Et en fait, j'avais l'envie de participer à l'émergence d'une réflexion profonde sur ce sujet-là. Et dans le même temps, je voyais finalement que la réflexion restait très superficielle. C'était déjà l'époque où on disait pour ou contre l'euthanasie, on avait des approches extrêmement binaires, très déconnectées de la réalité des situations que j'étais en mesure d'accompagner moi-même. Et donc je ne voyais pas très bien comment régler cette tension entre la réalité de certaines fins de vie et une vision macro, politique, qui me semblait un peu surréaliste. Et voilà, c'est pour ça que en guise de préambule, je vous dis que j'ai d'abord été bénévole avant d'être sociologue, et non pas l'inverse. Je n'étais pas sociologue nourri de plein d'idées avant de devenir bénévole. Je suis parti de ce que j'ai observé.
Et j'ai commencé ce bénévolat en allant voir des gens à domicile, parce que dès le début de mon bénévolat, c'est ça qui m'a tenté. En fait, ce qui m'avait séduit dans les soins palliatifs, c'était la qualité de la relation que j'étais peut-être capable de tisser avec des gens dont la gravité de la maladie pouvait pousser à ne plus remettre à demain ce qu'ils avaient envie d'observer et de mettre d'éveiller aujourd'hui. Et donc j'ai plutôt été accompagné par les gens que j'accompagnais, dans la mesure où leur questionnement m'a emmené dans un questionnement plus profond. Et donc j'ai été le témoin. C'est une manière de désamorcer aussi les fausses représentations qu'on a à l'égard de l'accompagnement de la fin de vie. J'ai plutôt été témoin de gens qui étaient encore travaillés, traversés par une intensité de vie, et un psychanalyste célèbre a eu une très jolie phrase que je vous livre, parce qu'il disait que le moment de la fin de vie, c'est le moment où l'être humain tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. C'est le moment où l'être humain tente une dernière fois de se mettre au monde avant de disparaître. Donc moi, j'ai plutôt été témoin de ça, et ma posture consistait à essayer d'accompagner, modestement, plutôt que j'ai été beaucoup moins témoin de ces visions misérabilistes qui sont véhiculées largement dans l'opinion publique, à savoir que la fin de vie, c'est juste une vallée de larmes, et que c'est pour ça qu'il faudrait l'abréger, parce que ça n'est porteur d'aucune richesse et d'aucune positivité d'aucune sorte. Donc, moi, ce que j'ai à cœur aujourd'hui de venir partager avec vous, c'est quelles sont les conditions pour que des fins de vie inévitables, puisqu'on sera tous tôt ou tard en fin de vie, soient encore porteuses de vie, plus que de désespérance et de lassitude. Et comment est-ce qu'on fait pour encourager ça? Et un des moyens pour le faire, c'est notamment de préserver aux gens des conditions de vie qui entretiennent leur désir de vivre, quand bien même ils iraient mourir 3 jours après ou 3 mois après. Et il me semble que c'est même la plus haute responsabilité politique qu'on puisse imaginer dans une société. C'est ce qui incombe à nos maires, c'est ce qui incombe à nos députés, c'est ce qui incombe à nos gouvernements, c'est de veiller à préserver les conditions d'une vie qui reste désirable le plus longtemps possible. Et donc la question du domicile, elle joue un rôle absolument crucial au milieu de tout ça. Parce que à chaque fois que vous êtes déraciné de votre lieu de vie, à chaque fois que vous êtes éloigné de votre tissu social, eh bien vous perdez sans doute quand même en vitalité. Et pourtant, le système aujourd'hui est davantage construit sur l'hospitalisation, l'institutionnalisation, que sur le maintien à domicile. Alors, un petit exposé historique, mais très rapide, pour dire qu'on a de tout temps vécu chez soi et on est mort chez soi. Ça rappellera des souvenirs à certains, mais moi il y a un film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, que je trouve un film tout à fait bouleversant quand on touche à ces sujets, c'est Jeux interdits, qui commence par l'histoire d'une petite fille qui perd brutalement ses parents sur les routes de l'Exode, et qui va faire l'apprentissage du rapport à la mort à travers la mort des animaux. Et il y a une scène au milieu de ce film où on voit un garçon de ferme qui est en train de mourir dans la ferme. Et il meurt lentement, et il n'y a pas les moyens de le soulager, donc il meurt douloureusement. Mais la vie continue autour de lui, et quelque chose, c'était ça la normalité, d'une certaine façon, de la mort. Et puis, l'histoire, heureusement, ne s'arrête pas là, et la science progresse au point que la médecine au XIXe siècle commence à connaître des progrès considérables, les thérapeutiques progressent, la pharmacologie progresse, on commence à être capable d'envisager de l'anesthésie, on commence à être capable d'envisager de la chirurgie dans des conditions tout à fait extraordinaires, et s'opère un déplacement progressif qui fait qu'on commence à prendre l'habitude d'aller mourir ailleurs, notamment dans les sanatoriums au plus fort de la crise de la tuberculose, par exemple. Et on commence à avoir ce transfert qui fait que le médecin qui était chargé de nous préserver en vie, eh bien, hérite de la fonction de s'occuper aussi de notre mort, puisque c'est même lui qui va être chargé de signer le certificat de décès. Ça, c'est toute l'histoire du XIXe siècle qui voit petit à petit la mort échapper au cercle domestique pour entrer graduellement dans le cercle médical, puis à partir des années 1970, avec la construction des CHU, des centres hospitalo-universitaires, eh bien, ça va devenir des véritables institutions. Et puis, même si
les hospices ont toujours existé, ben, la création des EHPAD aussi vient conforter ce lent glissement d'une mort domestique vers une mort institutionnelle. Au point qu'aujourd'hui, on en est arrivé à se dire, mais finalement, c'est pas là qu'on veut finir nos derniers jours, ni en EHPAD, ni à l'hôpital. Et 80% des Français réclament la possibilité de finir leur vie chez eux, et en pratique, 25% des Français meurent à domicile. Donc il y a un gros hiatus entre les espérances et la manière dont le système, qui n'est pas la faute des médecins, hein, c'est au contraire nous, population, nos ancêtres, nos grands-parents, qui ont confié aux médecins cette tâche de nous maintenir en vie le plus longtemps possible. Et donc aujourd'hui, on voudrait inverser cette tendance historique. Et est-ce que c'est possible dans le contexte actuel? C'est ce qu'on va essayer de discuter ce soir. Donc ça, c'est un petit rappel historique pour se dire, on a depuis une trentaine d'années dénoncé l'acharnement thérapeutique, puis la déshumanisation de la médecine. On assiste aujourd'hui à des corps de médecins ou d'infirmières ou d'aides-soignantes qui sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, parce que leurs conditions de travail ne répondent plus à leurs exigences de sens, et ainsi de suite. Et donc on se rend compte que l'offre aujourd'hui d'accompagnement est en train de perdre en qualité. Et pour autant, on n'est pas tous très disposés forcément à conserver chez nous nos parents vieillissants. Donc en fait, nous sommes pleins de paradoxes. Nous rêvons de pouvoir finir notre vie chez nous, mais quand on est confronté aux conditions réelles, c'est pas si simple. Et en plus, voir quelqu'un mourir chez soi avec des soubresauts, avec des problèmes de respiration et ainsi de suite, ben, ça peut être traumatisant. Donc le réflexe, c'est d'appeler les urgences. Et en réalité, on meurt souvent aux urgences, même quand on a vécu la fin de sa vie à domicile. Donc vous voyez, déjà, ça nous invite dans une forme de différenciation entre c'est quoi finir sa vie à domicile par rapport à mourir à domicile. Et il y a des gens qui vont plutôt finir leur vie à l'hôpital, mais vouloir être ramenés à la maison pour mourir à la maison, et d'autres qui vont vivre leur vie à la maison et qui vont préférer qu'on appelle les urgences pour aller peut-être tenter une dernière chose et finalement mourir à l'hôpital. Donc c'est assez ambivalent. Et donc ce qu'on va regarder ce soir, c'est comment tordre le cou à des idées un peu binaires. D'un côté, ça serait bien, de l'autre côté, ça serait pas bien. En réalité, on se rend compte que ce qu'il nous faut être capable d'inventer, c'est un système mixte, dans lequel, et ça c'est une grande nouveauté depuis une vingtaine d'années, le patient a pleinement voix au chapitre. Je rappellerai simplement que ça n'est que depuis la loi du 4 mars 2002, donc c'est pas si vieux, hein, la loi dite Kouchner, qu'en tant que patient, nous avons le droit de refuser tout traitement, y compris des traitements qui pourraient nous maintenir en vie. Nous n'en sommes pas encore au point où, en tant que patient, nous pouvons demander, nous pouvons exprimer des souhaits, mais nous ne pouvons pas demander explicitement à être dans tel ou tel autre lieu. Tout ça fait l'objet de négociations, y compris intrafamiliales. Voilà, moi j'ai cette expérience d'avoir dû confier mon père à un EHPAD parce que, objectivement, la situation ne permettait plus de le maintenir à domicile après qu'on ait épuisé tout un tas de situations. Vous voyez, le fait de vieillir avec des maladies, souvent des maladies neurodégénératives, tout ça rend extrêmement complexe la possibilité de satisfaire le désir de finir sa vie chez soi. Donc c'est cette ligne de crête qu'on va essayer de regarder avec quand même une donnée à l'esprit, c'est que nous n'aurons pas le choix. Il va falloir réinventer une prise en charge à domicile. Pourquoi? Parce que nous avons une pyramide des âges et donc une démographie qui fait que nous vieillissons, la France vieillit, que nous avons des maladies qui deviennent de plus en plus chroniques, et donc nous allons devoir vivre avec ces maladies chroniques, que dans le même temps, l'hôpital n'est plus calibré pour accueillir ces populations qui sont de plus en plus nombreuses, donc il va devoir les accueillir ponctuellement, de façon ambulatoire ou pendant des durées raccourcies, que nous n'avons pas la possibilité de construire autant de places d'EHPAD que les besoins le requerraient, et donc il va falloir inventer la manière dont l'EHPAD prend en charge les personnes qui sont les plus en danger pour
que les autres puissent continuer à être dans des lieux dits de vie, près de préférence au domicile. Donc les données épidémiologiques et les données démographiques nous obligent à ne pas simplement ajuster le système, mais à repenser le système. Nous avons, pendant des années, confié à l'institution notre santé et nos proches. Certains disent qu'on a eu un système délégataire, on a délégué aux EHPAD le soin de s'occuper de nos personnes âgées. Il va falloir se réapproprier ça. Et la troisième donnée démographique que je vous invite à considérer, c'est que nous avons aujourd'hui 9 millions de proches aidants, c'est-à-dire ceux qui s'occupent au quotidien d'un enfant malade, durablement, d'un conjoint, d'un enfant handicapé, d'un conjoint malade ou d'un parent vieillissant, pour le faire vite. Et ces chiffres-là vont quasiment doubler dans la décennie qui vient. Nous attendons des projections à 16 millions d'aidants à l'horizon 2035. Et donc, cette grande équation démographique nous oblige à repenser la question du domicile et donc à reconstruire presque un système de santé où le domicile ne serait pas une antichambre de quoi que ce soit, mais serait partie prenante du système et où les aidants seraient également partie prenante du système. Voilà ce que je veux poser comme réflexion préalable pour qu'on ait conscience de l'ampleur du sujet, tout en conservant cette exigence qui est la nôtre, qui est celle d'une qualité de vie préservée jusqu'au bout, dans des conditions les plus désirables et les plus agréables possibles. Donc vous voyez, on a déjà posé le vrai défi. Donc la réflexion que je vais vous proposer de suivre aujourd'hui, ce soir, c'est une réflexion en 3 temps. D'abord, mourir chez soi est un droit. C'est un droit. J'ai déjà évoqué certains éléments du droit, mais c'est un droit qui n'est pas effectif. C'est un droit théorique, d'une certaine façon. Parce que la faisabilité de la chose n'est pas avérée. Mourir chez soi, deuxième réflexion, c'est un luxe en réalité. Aujourd'hui, c'est un luxe. D'accord ? Et donc, comment faire pour que ça ne soit pas un luxe? C'était ce que j'ai évoqué en préambule. Et puis, troisième réflexion que j'ai un peu amorcée, c'est mourir chez soi, c'est un défi. C'est un défi collectif. Ce n'est pas un défi juste individuel, ce n'est pas un défi juste familial, c'est un défi, ça veut dire que ça devient un objectif politique. Il faut qu'à un moment donné, notre puissance publique se saisisse de cela comme étant un objectif politique pour faire évoluer les cadres de notre système de santé. Alors, c'est un droit d'abord parce que il y a une loi qui est la loi du 9 juin 1999, qui est la loi qui reconnaît à tout le monde le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Les deux mots sont importants. Pardon, je m'éclaircis un peu la gorge. Droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Alors vous devez connaître, pas par cœur, mais vous devez comprendre la définition des soins palliatifs. Quand vous sortez dans la rue et que vous interrogez les gens en leur disant « Pour vous, c'est quoi les soins palliatifs ?» On va vous dire « C'est les soins de fin de vie ». Voilà, c'est les soins qu'on prodigue quand les gens sont incurables et généralement quand ils sont à quelques jours ou quelques semaines de mourir. Mais non, c'est pas ça la définition des soins palliatifs. C'est pas vraiment ça. La loi qui est en train d'être changée, mais la définition ne va pas être significativement bouleversée. Il y a 2 projets de loi qui sont en débat en ce moment. Un projet de loi sur les soins palliatifs, un projet de loi sur l'aide à mourir. Et donc le projet de loi sur les soins palliatifs ne changera pas considérablement la philosophie de la loi de 99, et l'article de la loi de 99 dit « Toute personne malade dont l'État le requiert a droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Les soins palliatifs sont des soins actifs. » Déjà, ce n'est pas des soins passifs, ce n'est pas des soins où on ne fait rien. Ce sont des soins actifs avec des thérapeutiques, avec des protocoles, avec des compétences, pratiqués en équipe pluridisciplinaire. Donc, ce n'est pas une spécialité, les soins palliatifs. C'est des gens qui ont des métiers extrêmement variés, en institution ou à domicile. Donc tout le monde a droit à des soins palliatifs et les soins palliatifs se pratiquent à domicile. Ça, c'est déjà un premier élément de définition. Ensuite, il est défini que les soins palliatifs visent à soulager les douleurs, à apaiser les souffrances psychiques,
à soutenir l'entourage et à préserver la dignité de la personne malade. Il n'est à aucun moment fait mention d'une maladie terminale, d'une fin de vie, d'une maladie à stade avancé, d'une maladie incurable. Il n'est pas fait mention de ça. La loi précise que tout le monde a droit à des soins palliatifs qui visent à soulager la douleur, apaiser les souffrances psychiques, préserver l'entourage, soutenir l'entourage et préserver la dignité de la personne. Et toutes les études scientifiques au niveau international montrent que plus on met en œuvre des soins palliatifs de façon précoce, plus, c'est-à-dire y compris dès l'annonce de la maladie grave, même quand elle est encore guérissable, plus on améliore la qualité de vie, parce qu'on soulage les symptômes douloureux, et donc plus on améliore la quantité de vie, ben les gens en soins palliatifs vivent plus longtemps que les gens qui n'en reçoivent pas. Et plus on améliore même les chances de guérison, parce qu'on consolide le corps, et donc ce corps-là peut être à même de mieux soutenir les traitements. Pour autant, il n'y a quasiment aucun pays au monde où on met en place des soins palliatifs dès l'annonce de la maladie grave. On met en place des soins palliatifs quand les soins curatifs ont échoué, et là on dit « je vous passe le patient, à vous de vous en occuper maintenant ». Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Dès que quelqu'un tombe gravement malade, il faudrait lui mettre et des soins curatifs et des soins palliatifs, et donc on s'est battu pendant des années pour faire en sorte que les soins palliatifs soient administrés de manière précoce. Donc ce que je vous dis là devrait vous permettre d'arrêter d'assimiler soins palliatifs à soins de fin de vie. Pour autant, ça arrange tout le monde de penser que les soins palliatifs, c'est des soins de fin de vie, parce que si on reste sur l'idée que les soins palliatifs, c'est des soins qui soulagent en gros les souffrances dans une approche globale, tout professionnel de santé devrait être compétent en matière de soins palliatifs, ou tout au moins être capable de s'entourer de gens compétents en matière de soins palliatifs. Or, notre tabou à l'égard de la mort a finalement conduit à charger une caste de professionnels de cette responsabilité d'accompagner la fin de vie. Et donc exonère plein d'autres champs de professions de cette pareille responsabilité d'accompagner la fin de vie qui est inhérente à l'acte de soin. Et le médecin de famille de nos grands-pères donnait naissance comme ils accompagnaient les derniers moments de la vie. Aujourd'hui, un médecin, il n'y a plus de médecin de famille, donc on va parler d'un médecin traitant, un médecin généraliste, en ville ou en campagne, accompagne en moyenne 3 à 4 fins de vie par an. Il a 3 ou 4 décès dans sa patientèle par an. Et un médecin généraliste sur 40 a reçu une sensibilisation aux soins palliatifs. Un seul sur 40. 2,5%. C'est rien. Ça veut dire que quand vous avez l'habitude d'être accompagné par un professionnel de santé, votre médecin traitant par exemple, eh bien il y a un moment donné, il va se sentir incompétent sur la fin de vie et donc il va devoir solliciter des professionnels en ressources, mais trop tard, toujours trop tard. Donc on a déjà une révolution culturelle qu'on essaye de mener depuis des décennies et c'est difficile parce qu'elle se heurte à nos propres peurs de la mort, à nos propres tabous à l'égard de la mort. Tant que la mort ne fera pas partie de nos vies, c'est pour ça que je vous ai un peu cité Jeux interdits tout à l'heure, comme elle l'a historiquement fait, eh bien on aura tendance à la mettre de côté et du coup elle ne pourra pas s'appliquer aussi comme elle le devrait au lieu du domicile. Pour qu'on puisse mourir chez soi, il faut-il encore que l'entourage ait une certaine familiarité avec la question de la mort. Si nous ne savons pas comment, en tant que citoyens, si nous ne savons pas comment nous tenir, quelles sont nos attitudes, les bonnes attitudes, alors dans ce cas-là, nous déléguerons et nous continuerons à déléguer à d'autres le soin d'accompagner la fin de vie. Et donc ça ne pourra pas se faire à domicile, ou tout au moins pas dans les conditions qu'on espérerait. Donc derrière la réflexion de mourir à domicile, il y a toute une réflexion qui est nécessaire de reculturation de la question de la mort, de réappropriation de la question de la mort. Et on fait exactement l'inverse en ce moment, puisqu'on dit on ne veut tellement pas voir la mort que finalement, l'option qui nous resterait, ça serait d'avoir une loi qui donne le pouvoir à certains d'administrer cette mort, et puis moi, je n'interviens pas dans le processus. Donc nous avons encore cette aversion très moderne, très contemporaine à la question de la mort, qui est le premier frein à la possibilité de se réapproprier cette question et donc de pouvoir mourir à domicile dans des conditions acceptables. Donc, le sujet sur lequel je vous emmène est vraiment un sujet pédagogique, un sujet culturel et qui s'enracine dans la nuit des temps et que la modernité,
que la parenthèse de la modernité, d'une certaine façon, a escamoté. J'ouvre une autre toute petite parenthèse, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. On voit à quel point on a toujours la même aversion à l'égard de la mort quand on voit que certains rêvent que la technologie pourrait nous en protéger. Il y a des tas de courants transhumanistes, post-humanistes, qui nous feraient croire qu'on pourrait devenir immortel. Enfin, l'immortalité est réservée aux plus riches, hein, cela s'entend. Mais vous voyez que tant qu'on n'a pas appris, et c'est pour ça que je repensais à Brigitte Fossey en commençant ce petit propos, dès l'enfance, à fréquenter la question de la mort, tant qu'on ne permet pas aux enfants d'aller aux obsèques de leurs grands-parents, soi-disant parce qu'on voudrait les protéger, les pauvres petites chairs blondes, d'un petit chagrin, eh ben, en fait, on ne sait plus ce que c'est. Et du coup, notre société, maladroitement, va mandater certains professionnels de santé, certains bénévoles, des entrepreneurs de pompes funèbres. Voilà, là, il va y avoir quelques spécialistes de la mort et tous les autres pourraient s'en affranchir. Ça n'a jamais fonctionné nulle part. Donc, mourir chez soi est un droit, mais comme je l'ai dit, c'est un droit qui est conditionné à une forme de faisabilité. Hein? Il ne suffit pas de décréter un droit comme ça. En plus, c'est quoi le domicile? En fait, c'est une question compliquée, le domicile, parce que ça vient du mot du latin domus. Domus, ça voulait dire la maison, mais c'est une maison qui hébergeait beaucoup de monde, des gens très divers dans la Rome antique. Dans la même domus, il y avait à la fois les membres, les propriétaires de la domus, et puis les gens de passage, et puis les esclaves, et tous les fermiers alentours. Donc la domus, c'était un domaine, en fait. Ce n'était pas une maison, c'était un domaine. Le mot familia, qui a donné évidemment le mot famille, et ben, chez les Romains, familia, c'était en fait tous ceux qui habitaient sous le même toit. Donc la famille, c'était là encore les gens de passage, qui restaient souvent des semaines, hein, parce que les trajets étaient longs, donc on n'est pas juste pour la soirée. Hein. C'était les esclaves, c'était les marchands, qui pouvaient aussi vivre dans l'enceinte de domus. Et donc on se rend compte que l'idée qu'on s'est fait, nous, d'une famille de consanguinité, de lien de sang, est une idée assez tardive, alors que pendant longtemps, la famille, c'était l'idée des liens de proximité, quels que soient les liens de sang. On faisait partie de la même famille dès lors qu'on habitait sous le même toit. Voilà. Donc ça peut nous intéresser parce qu'aujourd'hui, on a des solutions d'habitat partagé, par exemple, pour des personnes âgées. Et on se rend compte que même dans les EHPAD, eh ben, le résident de la chambre d'à côté finit par faire presque plus partie de la famille que les neveux ou les nièces ou même les enfants du résident. Donc nous sommes obligés de revisiter cette définition de la famille autour des liens de proximité géographique et affective, et pas simplement autour des liens de sang. Le Code civil, encore, serait à modifier hein, pour intégrer cet aspect-là. Et puis, l'hospitalité. L'hospitalité, ben, ça devient le mot qui a servi à nommer les hôpitaux, lesquels ont eu tendance avec le temps à devenir plutôt inhospitaliers. Il faut savoir que quand on rentre à l'hôpital, il y a 40% des patients qui rentrent à l'hôpital qui sortent de l'hôpital en état de dénutrition par rapport à leur état d'entrée. Ah oui, ça pose un petit problème quand même, on est mal nourri. Hein. Et puis moi j'ai vu, et pourtant j'étais pas dans des mauvais établissements, mais des gens appuyer sur la sonnette et devoir attendre des heures, quand d'ailleurs on ne prenait pas la sonnette pour la mettre hors de portée, de sorte qu'ils arrêtent d'emmerder l'infirmière. Hein. Alors, parce que moi j'ai commencé à accompagner à domicile, et puis après j'ai fait beaucoup de bénévolat dans une unité de soins palliatifs de Rueil-Malmaison qui s'appelle Notre-Dame-du-Lac. Et en plus, je faisais mon bénévolat le soir, après ma journée de travail. Donc j'ai vu aussi la manière dont c'est compliqué de gérer, de maintenir en vie des gens quand on est un personnel insuffisant et quand on est épuisé, d'avoir des gens qui sonnent pour un oui, pour un non. Et donc j'ai vu des situations de maltraitance induite, pas de maltraitance voulue. C'est pas de la maltraitance choisie, c'est de la maltraitance induite. Et donc tout ça fait que les institutions ne sont plus les hospitalités, les lieux hospitaliers qu'on prétendait qu'elles allaient devenir. Donc l'hospitalité, elle serait plutôt du côté du domicile. Ben pas sûr. Ben pas sûr, parce que quand vous habitez un logement insalubre, l'hospitalité, elle n'est pas forcément du côté du domicile. Quand vous habitez un logement où il y a 3 étages sans ascenseur, vous n'allez pas en sortir souvent dès lors que vous êtes malade ou vieillissant.
Quand vous n'avez plus les moyens de chauffer votre logement dans de bonnes conditions, ben, le domicile n'est pas forcément le lieu le plus hospitalier. Donc ça dépend aussi de quel domicile. Donc finalement, des solutions intermédiaires peuvent être intéressantes. J'ai parlé d'habitat partagé, par exemple. Il y en a plusieurs qui se créent, mais c'est très beau, c'est très intéressant d'avoir des maisons. J'en ai une à La Île-et-Rose et l'autre à Rueil-Malmaison, par exemple, que j'ai été voir, qui sont des maisons rachetées par des jeunes entreprises, recréées autour d'un lieu de vie avec un personnel qui est là dans la journée, une aide-soignante, souvent parfois une infirmière, et puis des étudiants qui sont là la nuit pour pouvoir réagir, appeler s'il y a besoin de secours. En même temps, ils ont un loyer plus modéré et ils sont hébergés en tant qu'étudiants. C'est des formules qui fonctionnent assez bien. Il y a une cuisine partagée, et donc il y a un petit jardinet, et on a le sentiment finalement d'être presque mieux là qu'à l'hôpital, ou même que chez soi, où finalement on ne reçoit pas tant de visites que ça, parce que le chez soi, c'est aussi un lieu de solitude. Donc mais ces solutions qui existent, en fait, elles n'ont pas atteint le niveau d'ampleur qui permet de répondre à l'ampleur des besoins eux-mêmes. Donc ça reste des solutions anecdotiques, vertueuses, mais anecdotiques. Et puis se pose la question quand même, au bout d'un moment, de la capacité des gens à se mouvoir seuls. Et donc il y a un moment donné où la vie reprend ses droits, on perd en capacité, donc est-ce qu'on est encore capable de rester dans ces maisons-là, sachant qu'on pèse du coup sur les autres résidents. Donc en réalité, nous sommes obligés d'inventer des systèmes à la carte, et non pas, comme on adore le faire en France, des grandes théories, des grands systèmes qu'ensuite on va diffuser sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que c'est l'échelle du quartier qui va redevenir la bonne unité de validité des projets. Et donc, le domus ne va plus être le domicile, il va nécessairement devoir devenir le quartier. De nouveau, on revient sur la question du domaine. Et donc, ce n'est pas simplement la dyade entre une personne malade et son aidant, dont on sait que l'aidant a tendance à s'épuiser et même parfois à mourir avant l'aider. Il va falloir pouvoir être capable de construire, de retisser des liens de proximité à l'échelle d'un coin de rue, à l'échelle d'un quartier, en incluant des communautés de voisins. Mais est-ce qu'on est prêt pour ça? Vous voyez, il y a des fêtes des voisins, c'est sympathique, une fois par an on descend dans la rue et puis on passe un petit moment ensemble. Mais est-ce qu'on serait prêt au quotidien à faire vivre cet échelon-là du lieu de vie, qui était le village auparavant, sauf que les gens passaient leur vie dans leur village. Aujourd'hui, dans un quartier, on y passe peut-être 5 ans, puis la famille s'agrandit, on va déménager pour aller vivre ailleurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est le bon échelon pour travailler le sujet du maintien à domicile. Donc ni l'hôpital ou l'EHPAD, ni le domicile en tant que tel, mais les ressources de proximité. Et comme en France, en plus, on déteste ça, donner aux gens une autonomie de gestion. Vous voyez, il faut que les gens appliquent des normes. Donc que vous soyez une infirmière dans le 92 ou une infirmière au fin fond de la Manche, il va falloir appliquer les mêmes normes sécuritaires, sanitaires, que sais-je, et donc il va falloir que vous vous insériez dans la même organisation, alors même que le territoire n'a rien à voir. Il y a eu une initiative qui était assez intéressante il y a quelques années, qui existe encore, qui s'appelle Mona Lisa. Est-ce que vous avez entendu parler de cet acronyme? Mona Lisa, c'est Mobilisation nationale pour la lutte contre l'isolement des aînés. C'est une initiative qui a été lancée par les Petits Frères des Pauvres, il y a plus de 10 ans, et qui ont très bien identifié qu'il fallait d'abord faire l'inventaire des ressources disponibles à l'échelon du quartier, parce que dans certains territoires, il y a telle association, dans tel autre, c'est telle autre association, dans certains territoires, on a un désert médical, dans l'autre, on n'a pas assez de pharmacie, que sais-je. Et donc, vous ne pouvez pas appliquer la même recette d'un territoire à l'autre, donc il va falloir même imaginer que dans chaque territoire, il y a un pilote de la coordination de l'ensemble des réponses, qui ne va pas forcément être le même type de pilote que dans le territoire d'à côté. Ça, c'est de la souplesse. Il y a même des modèles qui ont été construits dans les Pays-Bas, qui portent un nom absolument barbare, s'appelle le modèle Buurtzorg, mais c'est une méthodologie qu'on applique dans le monde professionnel aujourd'hui pour dire
et qu'on applique d'ailleurs à l'échelle qu'on espérait appliquer à l'échelle de l'Europe, c'est la règle de la subsidiarité. C'est-à-dire on fait au niveau le plus bas tout ce qu'il est possible de faire au niveau le plus bas. Et c'est quand on n'a pas les ressources au niveau le plus bas qu'on va demander la ressource au niveau supérieur, du département, de la région ou de l'État. Et donc commencer par faire au niveau de la proximité. Donc ça, c'est des choses intéressantes parce que même l'entreprise est en train de fonctionner, de se réorganiser sur ces modèles-là. Parce que c'est beaucoup plus efficace, parce que c'est beaucoup plus vivant, parce que ça consomme beaucoup moins de ressources, parce que ça crée beaucoup moins de normes et donc ça paralyse beaucoup moins l'initiative. Donc ce droit-là, vous vous rendez bien compte que le droit à mourir chez soi ou à finir sa vie chez soi, selon ce que vous préférerez, il ne peut se faire que s'il y a une organisation derrière qui rend ce droit faisable et effectif. Sinon, vous avez des gens qui vont finir leur vie chez eux et qui vont être dans une extrême solitude. Les petits frères des pauvres ont publié l'année dernière leur nouveau chiffre de l'isolement social. 750 000 personnes âgées en France ont moins d'un contact social par semaine. C'est-à-dire qu'ils sortent pour acheter une baguette de pain, puis peut-être un petit bout de quelques légumes et un petit steak, et ça leur fait leur semaine. Et le reste du temps, ils sont en situation d'isolement social, c'est-à-dire de mort sociale. Donc ça, c'est des paramètres qu'il faut avoir à l'esprit quand on commence à fantasmer sur la question du domicile. Le domicile ne doit pas devenir une prison. Or, dans certains cas, ça l'est. Donc, il nous faut être capable de créer des ressources plurielles, et c'est pour ça que la définition des soins palliatifs est intéressante, équipe pluridisciplinaire. Souvent, quand c'est des professionnels de santé qui entendent cette définition des soins palliatifs, équipe pluridisciplinaire, ils entendent un médecin, une infirmière, une aide-soignante, un psychologue, puis un ergothérapeute, voire un kiné, et ça s'arrête aux professions médicales ou paramédicales. Alors que l'équipe pluridisciplinaire doit inclure la dimension sociale. Dans l'équipe pluridisciplinaire, c'est ce que les soins palliatifs ont bien compris, il y a des assistantes sociales, il y a des bénévoles, il y a la famille, il pourrait y avoir les voisins, la fameuse personne de confiance que la loi de 2002 a instaurée. C'est ça l'équipe pluridisciplinaire. C'est l'équipe qui répond aux besoins physiologiques et psychologiques, mais qui répond aussi aux besoins sociaux, aux besoins affectifs, aux besoins intellectuels, aux besoins spirituels. Donc le cadre paroissial est aussi un cadre qui a vocation à s'engager pour permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible. Il y a cette très belle initiative qui commence maintenant à se déployer, qui s'appelle toujours Visitatio et qui est construite sur le réseau des paroisses et qui organise une réponse avec des professionnels de santé, avec des bénévoles. Et puis, Visitatio étant conçu sur le cadre des paroisses, il a été élargi à un dispositif qui s'appelle Voisins et Soins et qui est la même recette, mais en allant chercher des ressources non paroissiales dans le même temps. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme de désir de la population civile de se réapproprier ces sujets-là et d'arrêter de déléguer à la puissance publique le soin de nos proches, c'est-à-dire nos soins à nous aussi, pareillement. Vous voyez le saut culturel que ça demande. Nous avons été biberonnés à l'État-providence. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons tous compris que l'État-providence, c'est fini. Et c'est fini durablement. Parce que les volumes d'endettement sont tellement considérables que nous n'allons pas pouvoir reconstituer le même système que celui sur lequel nous avons surfé pendant des décennies. Donc nous sommes sommés d'inventer un nouveau système. Si nous ne le faisons pas, je vais apporter une petite touche un peu dramatique au sujet. Peut-être que vous avez le sentiment que j'en apportais déjà suffisamment, des touches dramatiques. On va essayer de voir après ce qu'on peut mettre en œuvre de manière plus concrète. Mais si nous ne nous saisissons pas de ce sujet comme étant un sujet à la fois moral et un sujet de citoyenneté et un sujet de solidarité primordial, alors la réponse, je vous l'affirme, ce sera l'euthanasie pour le plus grand nombre. À la demande de ceux-là même qui trouvent que leur vie n'a plus aucune saveur et donc plus aucune valeur. Donc si nous ne nous mobilisons pas collectivement, alors je ne voudrais pas vous moraliser et vous effrayer, mais nous serions, je lâche le mot, un peu complices de ces vagues d'euthanasie qu'on constate déjà dans
pas mal de pays. Je travaille avec le Québec, je travaille avec la Belgique, je travaille avec la Suisse, je travaille avec l'Espagne. Et on voit partout où cette loi a été votée, eh bien, on nous l'a présentée comme une loi d'exception et rapidement, ça devient une loi normative, banalisée. Donc c'est là où notre responsabilité est mobilisée, est sollicitée. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que nous sommes donc amenés à nous engager personnellement et non plus espérer que la réponse viendra des pouvoirs publics. Nous devons nous appuyer sur les pouvoirs publics parce qu'ils ont un pouvoir de créer de la loi, de créer du cadre, de donner des moyens, de soutenir. Mais nous ne pouvons pas espérer que l'initiative sera dans les pouvoirs publics. L'initiative ne peut être que dans le tissu social. Alors sinon, j'en ai déjà un peu parlé, le droit de mourir chez soi, aujourd'hui c'est un luxe parce que ça demande des moyens humains, des moyens financiers, des moyens intellectuels aussi, hein, pour pouvoir organiser la complexité d'une prise en charge. Donc finalement, c'est aujourd'hui réservé aux gens qui ont plutôt ces moyens-là. Pas que, on a encore la chance d'avoir un système qui est capable de se mobiliser pour les gens qui n'ont pas de moyens. Mais pour combien de temps? Je ne suis pas optimiste sur ce sujet-là. Alors je vous raconte rapidement mon tout premier accompagnement en soins palliatifs, qui figure au tout début de mon livre d'ailleurs, parce qu'il a été pour moi absolument saisissant. Puisque j'avais choisi de faire du bénévolat à domicile, je suis envoyé au domicile de quelqu'un, mais ce domicile était un domicile un peu particulier, puisque cette personne était un Algérien qui était venu se faire soigner en France d'un cancer de la gorge et qui avait gardé l'essentiel de ses moyens pour financer ses traitements. Et donc, il s'était fait héberger chez un cousin dans un hôtel miteux, pas très loin de la place Clichy. Et en fait, son cousin l'avait logé dans une soupente d'escalier, dans un résidu dans lequel il n'y avait pas de fenêtre. Et ce monsieur-là avait donc les cordes vocales qui avaient été brûlées par ces traitements, il était plutôt sourd. Il n'avait pas de fenêtre, un petit cabinet de toilette ridicule, et sa seule distraction, c'était une télévision. Et son cousin pensait que comme ça, il lui rendait déjà un fier service. Moi, je trouvais que c'était aux limites de la décence. Et donc, ma pauvre visite hebdomadaire constituait en réalité le seul moment de joie et le seul air frais qui rentrait dans la chambre de ce monsieur. Alors, ça fait un peu causette raconter comme ça, mais au cœur de cette détresse, j'ai pu tisser avec ce monsieur une relation incroyablement dense. Parce que le contexte poussait aussi, il y avait une telle soif de relation de sa part et aussi une telle soif de relation de la mienne. J'avais sincèrement et profondément envie de rentrer en relation avec ce monsieur et de le rencontrer. Ça m'a saisi vraiment aux entrailles, comme on dirait, presque bibliquement, hein, et ça m'a fait toucher du doigt à quel point une seule présence peut transformer la vie de quelqu'un. Il suffit d'une présence qui n'espère pas grand-chose que la possibilité d'une rencontre. Ce que nous apprenons dans le bénévolat en soins palliatifs, c'est de ne pas avoir beaucoup de projets, de ne pas avoir beaucoup d'outils, d'arriver avec qui nous sommes et de repartir en étant un peu transformés par la relation, mais sans l'ambition d'aller transformer la vie de ceux qu'on accompagne. Notre seule ambition, c'est de passer du temps avec eux et en fait de créer quelque chose qui est de l'ordre de l'alliance fugace peut-être, mais de créer quelque chose qui vivifie et l'un et l'autre. Et donc, ce n'est pas si coûteux que ça de créer les conditions d'une fin de vie qui ferait encore que la vie serait désirable. Ce qui nous est demandé, c'est d'oser aller à la rencontre des gens avec le peu de choses que nous sommes et le peu d'outils que nous avons, en étant un peu préparés, un peu encadrés, tout ça, ça s'organise, de sorte qu'on retrouve l'évidence que la valeur d'une vie tient à la qualité des liens que nous conservons, et non pas à la quantité de la vie qui nous reste. La valeur d'une vie tient plus à la qualité des liens
qu'à la qualité même de la santé. J'ai accompagné des gens qui souffraient. Et on essayait, les professionnels de santé essayaient d'atténuer leur souffrance, ils y arrivaient parfois, ils y arrivaient pas, à d'autres moments ils n'y arrivaient plus, mais à chaque fois qu'il y avait cette qualité de la relation, ça atténuait quand même considérablement cette souffrance-là. Et j'en prends pour exemple l'expérience que je trouve tout à fait merveilleuse d'une de mes amies qui s'appelle Claire Aubert, qui est violoncelliste, une grande violoncelliste internationale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a découvert qu'en allant jouer du violoncelle auprès des patients au moment où on pratique des traitements sur eux, des soins douloureux par exemple, eh bien ça apaise considérablement et ça les rend consentants à des traitements auxquels préalablement ils étaient plutôt résistants. Donc nous avons besoin de réinventer, de redécouvrir à quel point la qualité de la relation est un soin. Et nous avons l'obligation de devenir, l'obligation, je ne pousse personne à le faire, mais en tout cas, c'est une obligation morale, c'est une obligation collective à propager concrètement l'idée que la relation est un soin. Et l'expérience qu'on a en soins palliatifs, c'est qu'elle est un soin pour celui ou celle qui accompagne également. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on arrive, mais on sait avec quoi on repart. Et on repart souvent avec beaucoup de joie, et les moments, et tu pourras en témoigner, Bernard, les moments de joie sont fréquents en soins palliatifs. Les moments de légèreté, les moments d'humour, les moments où on prend un peu de hauteur, et puis aussi les moments de tendresse, et les moments d'émotion. Et c'est ça qui fait qu'on est vivant, en fait. Si on y réfléchit un peu, à quoi on reconnaît qu'on est vivant, ben, il y a 5 signaux qui nous permettent de savoir qu'on est vivant. Pas plus. Ça s'appelle la vue, le toucher, l'odorat, les 5 sens, quoi. Si vous gommez nos 5 sens, ben vous n'avez plus moyen de savoir que vous êtes vivant, puisque c'est par ces sens-là que vous êtes en interrelation. Et quand on est aujourd'hui dans un monde où les gens sont de plus en plus isolés dans leurs réseaux sociaux, avec leurs casques, et de plus en plus insensibilisés, tellement ils sont saturés de bruit, d'images et ainsi de suite, eh bien nous fabriquons de la solitude à grande échelle. Et donc l'antidote à la solitude à grande échelle, c'est que les gens qui sont conscients que la vie passe par la sensorialité, eh bien, désamorcent ces pièges de la solitude à grande échelle. Donc, mourir à domicile, c'est une belle idée, mais ça ne se fera que si, individuellement, nous avons envie que ça se fasse et si nous nous engageons individuellement et collectivement à le faire. Sinon, ça restera un luxe pour ceux qui ont la possibilité de s'offrir un certain nombre de services. Ou un luxe pour ceux qui sont dans les bonnes zones géographiques. Moi, je partage mon temps entre la campagne et la région parisienne. Je suis venu ce soir presque en voisin, j'habite à côté de Versailles, mais la moitié de mon temps, je suis dans le Berry. Ben, le Berry, vous voyez, mourir chez soi, c'est pas facile de mourir chez soi dans le Berry. Parce que la moindre distance, c'est 15-20 km pour avoir un peu de visite. Donc l'échelle du quartier, c'est pas la même dans le Berry. Donc l'organisation ne peut pas être la même. Ouais. Mais à un moment donné, il nous faut comprendre que la vie que nous apportons à des individus va créer la vie d'un territoire qui va contribuer à nous nourrir moralement, intellectuellement, spirituellement, affectivement et à tout niveau. Voilà, je m'étends pas là-dessus, je dis simplement, alors, au niveau des ressources, que nous avons tout ce qu'il faut en termes de ressources. Nous avons conçu toute la palette de ressources disponibles. Simplement, elle n'est pas accessible partout. Mais tout existe. L'hôpital existe. L'hospitalisation à domicile existe. Les réseaux de santé existent. Les équipes mobiles de soins palliatifs existent. Les associations ou entreprises d'aide à domicile existent. Vous voyez, on a toutes les ressources possibles pour rendre faisable ce maintien à domicile. Simplement, elles sont en nombre insuffisant, peut-être. Elles ne sont pas forcément suffisamment disponibles à la relation. Une infirmière libérale qui vient chez vous, généralement, elle ne reste pas une demi-heure. Hein. Elle reste 7 minutes parce qu'elle fait sa tournée. Ce n'est pas exactement de la relation. Encore que quand je participe à la formation des infirmières, je ne cesse de leur dire que quand elles font une petite prise de sang, elles peuvent en profiter pour regarder la personne dans les yeux et taper la causette.
plutôt que d'être isolé dans ses pensées et de s'extraire de la relation. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qu'on peut se servir de ça comme excuse pour dire je ne rentre pas dans la relation. Mais quand même, ça serait mieux si vous avez du temps. Vous avez les pharmaciens qui vont être amenés de plus en plus à prendre de la place dans cet accompagnement de proximité de ville. Vous avez des services de soins infirmiers à domicile, les fameux SIAD et ainsi de suite. Et puis au milieu de tout ça, vous avez on adore faire des millefeuilles en France, donc vous avez aussi des cellules de coordination qui existent. Alors on appelle ça des CPTS ou des DAC, mais parce qu'il faut pouvoir organiser un petit peu tout ça. Donc la ressource, elle existe. Nous ne sommes pas au fin fond de l'Inde. Nous ne sommes pas dans des pays qui seraient désavantagés. Simplement, cette ressource n'est pas utilisée de façon optimale parce qu'elle n'est pas non plus articulée sur le tissu social. C'est cette intelligence collective qu'il faut être capable de créer désormais. Or, quelle est la personne la mieux armée, la mieux placée pour organiser le soin d'une personne malade? Ben, c'est son proche. N'en déplaise, c'est son proche. Parce que les professionnels, entre eux, ils communiquent assez peu. Et que le proche va recueillir toutes les informations, aussi bien les informations en provenance de la mairie et du service d'action sociale, les informations en provenance de la MDPH, s'il y a un niveau de handicap qui est avéré, les informations en provenance de la banque, de la mutuelle, et ainsi de suite. Comment faire en sorte que le proche aidant soit capable de gérer tout ça? Je fais toute une étude, parce que j'ai monté un groupe de réflexion qui s'appelle le Cercle Vulnérabilité et Société, où on travaille concrètement ces sujets-là. Eh bien, on a fait toute une étude pour montrer ce que font les aidants familiaux. Et donc, on a été les interroger. On leur a dit, dans la journée, vous faites quoi? Racontez-nous un peu ce que vous faites. Elles nous racontent des tas de choses qui sont passionnantes, qu'ils ont appris à se mettre à l'écoute de leurs proches et puis à savoir un peu ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils ne préfèrent pas, parce que quand il consent à ce qu'on lui propose, ça se passe toujours beaucoup mieux que quand on lui impose quoi que ce soit. Ils ont aussi appris à prioriser leur propre vie, à ne pas dépenser leur énergie en perte des profits. Ils ont appris à interagir avec des professionnels variés, ils ont appris à nettoyer une canule ou à faire fonctionner un lève-personne, enfin que sais-je. Ils ont appris énormément de choses. Et en fait, au bout des entretiens, on leur dit, vous vous rendez compte que ce que vous faites là, en fait, vous êtes un gestionnaire de PME. Non, non, on n'est pas un gestionnaire de PME, moi, c'est mon enfant, je fais ce qui est naturel. Elle dit, mais regardez la qualité des tâches que vous accomplissez tous les jours. Étonné que vous êtes épuisé. Vous avez vu tout ce que vous faites? Mais en fait, ce sont des talents que vous avez aussi pu développer de manière très empirique, parce qu'il nécessité fait loi et que vous vous occupez de votre enfant handicapé, eh bien, suppose de développer des nouveaux talents. Mais ces talents, ils ont de la valeur pour le reste de la société. Et donc, ce à quoi on travaille aujourd'hui, c'est de montrer que ce que les aidants apprennent en s'occupant de leurs proches a une valeur, y compris dans le monde du travail. Que les entreprises, on a été chercher même du côté du Forum économique de Davos, qui nous fait des rapports en nous disant, à partir de 2025, voilà les talents dont le monde du travail aura besoin. Ben, on a dit, vous avez vu ce que font les aidants, c'est exactement, ça répond au moins à 50% des talents attendus à l'avenir. Et donc, c'est comme ça qu'on fait des liens et qu'on décloisonne. Plutôt que de s'enfermer dans l'idée que l'aidant, il est forcément misérable, épuisé, moribond, isolé, enfin une image catastrophique, on dit mais regardez la puissance mise en œuvre par ces gens qui s'occupent au quotidien de leurs proches, qui ne réclament aucune gloriole, qui ne veulent pas de médaille, hein, qui ne demandent même pas un salaire pour ça, juste que ça serait bien qu'on les considère pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des gens qui inventent des manières d'accompagner. Donc, il y a un certain épuisement, mais j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, mais l'épuisement est moins. Oui, mais on peut vous pouvez intervenir à tout moment hein, si vous avez une question. Juste là parce que c'est une question qu'on a tous aussi. Mais en fait, l'épuisement tient plus à l'isolement qu'au volume de la tâche. Et l'épuisement, les enquêtes montrent que à peine 20% des aidants se déclarent épuisés. L'épuisement tient aussi au fait que souvent il y a ce qu'on appelle l'aidant désigné, comme on parle aussi parfois du patient désigné, c'est-à-dire la bonne fille qui va prendre son papa en charge et puis les frères et sœurs qui sont lointains et qui se contentent de passer un petit coup de fil de temps en temps. Voilà. Donc en fait,
il est nécessaire de penser en termes de répartition de charges. Comme dans tout projet architectural, il faut penser répartition de charges. Donc l'épuisement, pour moi, n'est pas le problème premier. C'est plus l'organisation que l'épuisement. Si on se focalise sur l'épuisement des aidants, on va dire vous allez avoir besoin de répit. C'est très bien, hein. Je suis le premier promoteur, j'interviens la semaine prochaine dans un DU, un diplôme universitaire de répit, parce que c'est des connaissances qu'il faut développer, déployer. Mais ce n'est pas la panacée. D'abord, le seul moyen, c'est de répartir la charge pour éviter qu'elle repose sur les épaules d'un seul. Alors, du coup, je regarde l'heure, hein, parce que, mon Dieu, 9h30, déjà, ça fait 1 heure que je parle à peu près, hein, c'est ça, hein, oui, donc j'en arrive à la fin. Ce que je veux dire, c'est que une idée que je voudrais que vous gardiez aussi, c'est qu'on a tendance, quand on est face à des problèmes complexes, à saucissonner. On a fait ça dans plein de sujets, notamment avec la médecine, hein, une personne, on l'a un peu découpée en différentes fonctions, et puis on a mis des spécialistes, heureusement qu'on les a, mais ça ne permet pas d'avoir la vision d'ensemble. On a cru que le médecin généraliste conservera la vision d'ensemble, mais sauf qu'on n'a plus vraiment de médecin généraliste. Et on a fait ça dans le droit du travail, on a fait ça dans l'industrie, on a fait ça partout. Quand on a un problème complexe, on saucissonne. Et résultat, on n'adresse qu'une petite partie du sujet. Et sur la fin de vie, on a fait la même chose. On a parlé de la fin de vie. D'abord, on a parlé de la maladie, puis de la maladie incurable, puis de la maladie incurable avec pronostic vital engagé à court terme. Ce pas les mêmes gens qui s'occupent de ces différentes situations. Puis, une fois que le décès est arrivé, on s'est dit, là, c'est les pompes funèbres. Et puis, après le décès, on s'est dit, ah oui, mais il y a quand même aussi des gens qui sont en deuil, donc il faut organiser une forme de réponse autour du deuil. Et on a complètement perdu de vue que l'expérience de mourir est une expérience continuée. C'est-à-dire que pour la personne qui traverse la fin de vie d'un proche, eh bien, c'est une histoire qui se déroule de manière enchaînée. Et passer de main en main n'est pas le meilleur moyen de se sentir accompagné. Donc il nous faut aussi réinventer cette capacité collective que nous aurions à accompagner les gens dans cette longue histoire qui commence avec la maladie ou avec le vieillissement, qui culmine avec le décès et qui se poursuit avec le deuil. Et donc, je m'alarme et je m'insurge même toujours, depuis des années, que les gens qui sont spécialistes du deuil ne parlent pratiquement pas aux gens qui sont spécialistes de la santé ou à ceux qui sont, dit-on, spécialistes de la fin de vie. Pensez bien que le deuil, d'abord, il y a 670 000 décès en France chaque année. Pour chaque décès, on estime qu'il y a entre 4 et 7 personnes en deuil. Ça veut dire que chaque année, il y a nouvellement environ 3,5 millions Français qui font cette année l'expérience du deuil. Sachant qu'un deuil dure, c'est des statistiques, donc vous allez avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête, mais ça n'est que de la statistique, dure en moyenne entre 3 et 5 ans. Donc ça veut dire que nous avons en permanence dans la société française l'équivalent de 10 à 15 millions de Français qui, au quotidien, ressentent les effets d'un deuil. Et donc ça altère leur vie sociale, ça altère leur vie amoureuse, ça altère leur vie professionnelle, ça change plein de choses. Et donc ça, c'est la partie impensée de la fin de vie. On a mis les projecteurs sur la fin de vie, les soins palliatifs, l'euthanasie, et on a complètement escamoté la lumière qui, auparavant, était posée sur les gens en deuil, au point qu'ils étaient socialement visibles par leur tenue, qu'ils avaient des dérogations sociales, qu'ils faisaient l'objet d'un traitement soigné. Et aujourd'hui, pas du tout, il faudrait reprendre le travail 3 semaines après un décès, que sais-je, et puis surtout ne pas montrer de signes. Donc voilà encore un autre aspect qui fait que la mort, on l'a mise complètement de côté, alors que ça concerne une volumétrie de gens. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant l'Association des maires de France. Je leur ai dit, n'oubliez pas que vous prenez position peut-être sur tel ou tel aspect autour de la fin de vie, n'oubliez pas que les gens qui votent sont des gens qui sont vivants. Voilà. Donc pensez aux endeuillés parce que c'est des votants. Si vous êtes un tout petit peu pragmatique, ne les oubliez pas dans vos prières, si j'ose dire. Donc ça c'est notre manière de nous dire que pour que la mort à domicile ne soit pas un luxe, nous sommes sommés de relever des défis. Et ces défis passent par une nouvelle organisation, passent par une forme d'audace. Et cette audace passe par un élément, la brique essentielle qui consiste à aller à la rencontre des gens.
Ce n'est pas en ayant les plus grandes idées du monde qu'on va relever ces défis-là. C'est à notre échelle, en allant à la rencontre des gens, en nous sensibilisant à ce qu'est l'expérience de la fin de vie, en nous laissant transformer par elle, en créant des petits réseaux de proximité et en les faisant vivre, en mobilisant les ressources des uns et des autres, ressources professionnelles, ressources de voisins, les ressources des organismes qui nous aident, les mutuelles qui font beaucoup aussi. Hein. Il y a beaucoup d'aides que nous négligeons parce que nous ne les connaissons pas. Il y a beaucoup de programmes d'aide. Il faut savoir que les mutuelles et les organismes de prévoyance gèrent aujourd'hui des fonds considérables qu'ils ne savent même pas comment dépenser. C'est pire que les banques. Ils ont reçu de l'Agirc-Arrco des sommes qui sont prélevées hein, sur des taxes sociales, RDS, CSG, toutes ces choses-là, et leur mission, c'est de les redistribuer à des œuvres. Ben oui. Sauf que ce qu'ils font depuis des années, ils saupoudrent un petit peu à ceci, un petit peu au petit bleu, là, un petit peu au petit rose, un petit peu au petit jaune, un petit peu au petit vert, un petit peu au petit blanc. Enfin, je ne parle pas des couleurs de peau, hein, vous m'avez compris, je parle des colorations des différentes initiatives. Hein. Et donc, il n'y a pas de cohérence. Pour l'instant, ils font que saupoudrer. À partir du moment où, à l'échelle d'un quartier, on leur dirait là, il y a un joli projet, eh ben, on pourrait avoir les moyens qui viendraient soutenir ces projets, parce que ça marche aussi par des moyens financiers, bien évidemment. Deux choses que je n'ai pas dites, il existe depuis quelque temps des formations au dernier secours à destination de monsieur et madame tout le monde. Donc l'accompagnement de la fin de vie n'est pas limité ni aux professionnels de santé, ni aux bénévoles qui se seraient spécialement formés pour ça, mais il y a des possibilités de se former assez puissamment, mais en même temps assez superficiellement. Ça ne demande pas de se former pendant 3 semaines, hein, ça demande quelques heures, pour comprendre quel est le b.a.-ba du dernier secours. Vous voyez, c'est calqué sur le modèle des formations en premier secours, pour qu'on apprenne à réanimer quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, par exemple, ou qu'on puisse mettre quelqu'un en position latérale de sécurité. Et bien, il y a aussi maintenant des formations en dernier secours. Renseignez-vous, il y en a un peu partout en France, c'est facile à suivre et c'est en plus extrêmement instructif. Il y a des systèmes qui se développent, des municipalités qui adhèrent à un réseau qui s'appelle le réseau MADA, pour les municipalités amies des aînés, et qui créent derrière des centres, des guichets uniques dans lesquels on peut se renseigner sur qu'est-ce qui est disponible sur ce territoire comme ressources. Il y a des plateformes territoriales de répit pour centraliser l'ensemble des informations qui sont disponibles, parce que de plus en plus, on est en train de légitimer le droit au répit, c'est-à-dire le droit, à un moment donné, pour un aidant, de se décrocher de l'aider. Il y a des maisons de répit, il y en a une qui va ouvrir à Boulogne probablement l'année prochaine, qui est un magnifique projet. Et donc ça va se développer de la même façon que dans le projet de loi, mais j'en ai pas parlé parce que ça n'est encore qu'au stade de projet, et puis dans une version ça a été enlevé, dans l'autre ça a été rajouté, puis de nouveau enlevé, puis de nouveau rajouté. Il est question de créer des maisons d'accompagnement. Donc là on est sur une logique domiciliaire, et créer des maisons d'accompagnement dans lesquelles pourraient intervenir des ressources extrêmement variées pour soulager le poids qui pèserait sur le seul domicile. N'oublions pas la question du logement, avec des lois qui permettent de rénover des logements pour garantir leur accessibilité et la préservation de leur accessibilité. Donc il y a des aides aussi à ce niveau-là. N'oublions pas la question du digital. Pendant le Covid, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas notre ennemi absolu, que c'était pas non plus, ça ne remplace pas parfaitement une relation, mais ça vient compléter la possibilité de rester à domicile. Si jamais et je terminerai là-dessus, si jamais on ne fait pas attention à ça et si on ne se saisit pas de cette question-là comme étant une question citoyenne, je l'ai déjà dit, eh bien la qualité de vie se dégradera inexorablement parce que la demande augmente et que l'offre telle qu'elle est pensée aujourd'hui est au contraire en diminution. Et si cette qualité de vie se dégrade inexorablement, on sera, hélas, tous presque soulagés de savoir qu'on pourrait recourir à une euthanasie pour être délivré de ces vies devenues détestables. Donc le vrai sujet, c'est comment faire en sorte de ne pas nourrir un système qui rendrait la vie détestable, mais au contraire, nourrir un système qui rendrait la vie désirable
le plus longtemps possible. Vous avez compris que dans mon propos, la question de la fin de vie, ce n'est pas l'affaire de spécialistes, c'est l'affaire de tous, comme ça a toujours été le cas tout au long de l'histoire. Donc l'idée que ça serait une affaire de spécialistes est une parenthèse de l'histoire, sans doute, mais que cette manière d'en faire aujourd'hui l'affaire de tous, ce n'est pas que la question des citoyens, c'est la question de la bonne coopération entre des citoyens, d'un côté profanes, de l'autre côté des professionnels, de l'autre côté des réseaux de proximité, tout ça, je l'ai beaucoup dit, donc je ne m'y investis pas plus, résulte de ce qu'on appelle, dans le domaine énergétique d'ailleurs, un mix. Vous voyez, quand on parle de transition écologique, on sait que ça ne va pas être soit du nucléaire, soit de l'éolien. Il va falloir construire une stratégie énergétique en France qui soit capable de piloter des éléments disparates et donc d'organiser la gestion d'un mix. Et bien, ça va être exactement la même chose au niveau social. Il va falloir apprendre à piloter un mix. Voilà, je m'arrête là parce qu'on va pouvoir discuter ensemble et j'attends avec impatience vos questions pour me confronter à des choses très concrètes. Merci. Merci. Merci infiniment pour cette conférence extrêmement riche et qui ouvre tellement de perspectives. Je passe le micro à ceux qui veulent maintenant poser des questions à toi. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la famille. Vous avez les dents qui se trouvent en région parisienne, puis vous avez les deux autres qui sont en province. Je ne vois pas comment vous allez convaincre ceux qui sont en province qui n'ont pas envie de venir. Alors, probablement qu'on ne les convaincra pas, mais ce qu'on peut arriver à faire, c'est faire en sorte que s'ils ne s'investissent pas pour leur papa qui est à 500 km, ça ne les empêche peut-être pas de s'investir pour le voisin qui est à 50 mètres. Et donc les réseaux de proximité transcendent les logiques de sang. Voyez, et de la même façon que vous avez beaucoup de bénévoles en soins palliatifs qui ne s'occupent pas forcément très bien de leurs proches, mais s'occupent assez bien de celui qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont voir une fois par semaine. Voilà. Bonsoir, je suis infirmier libéral depuis 35 ans sur Clamart, je travaille au DAC, un dispositif d'appui de coordination à Clamart aussi, qui s'occupe des 14 communes du sud des Hauts-de-Seine, intervenant dans le cadre des soins palliatifs. Donc je connais un petit peu le sujet aussi, je soigne des gens à domicile jusqu'au bout. Je passe un petit peu plus de 7 minutes pour faire l'injection. Je fais encore des prises de sang. Je vous ai un peu titillé là. Alors vous m'avez titillé, mais je vais vous dire justement quand vous dites de parler de l'ensemble des gens qui tournent autour du graphe des professionnels. En France, il y a à peu près 2500 pharmacies qui ont disparu. Il y en a encore 1000 qui vont disparaître. Oui. Donc déjà, on coupe. Déjà, là, ça fait mal. Des professionnels qui sont très proches de leurs patients. Ensuite, je prends l'exemple, mon exemple, sur Clamart, quasiment aucun laboratoire d'analyse médicale ne fait des prises de sang à domicile. C'est quasiment devenu une unité sur l'ensemble du territoire des 14 communes du sud de Seine. Parce que j'ai fait une étude dessus, donc je peux vous dire qu'il n'y a plus personne. Donc ça pose un problème à la fois pour les personnes d'un certain âge, mais aussi les personnes qui sont suivies pour des cancers et qui doivent avoir régulièrement des prises de sang. Donc vous voyez, c'est encore une partie du maillage qui commence à être vraiment ambiguë. Je prends mon parti en tant qu'infirmier. Nous sommes sur un territoire où nous sommes très sous-dotés en infirmiers libéraux. Ça fait encore plus. Il y a beaucoup d'infirmières qui ne font plus aucune aide à la toilette, ni des toilettes. J'en fais. Je parle d'autres professionnels, les médecins. Il y en a de moins en moins sur le territoire. Ils vieillissent autant que leur patientèle. Je vous parle des kinés. Il n'y a quasiment plus aucun kiné qui vient à domicile. Et ça, c'est sur l'ensemble des 14 communes du sud des Hauts-de-Seine. C'est-à-dire une personne de 500 000 habitants. Donc, quand vous parlez déjà rien que des personnes qui pourraient potentiellement faire du soin palliatif à domicile, c'est compliqué. Je viens après sur les associations, ou les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile. La plupart des services de soins infirmiers à domicile sur les 14 communes n'interviennent pas le samedi ni le dimanche. C'est-à-dire qu'ils font la toilette toute la semaine, mais le reste du temps, le week-end, c'est pour la famille. Oui. Ah oui, mais là, ça manque. Ça commence à manquer pour la famille. Je parle des associations. Les associations, combien c'est l'heure 25 € de l'heure. Donc là, c'est un luxe, effectivement. Les aides du département,
par l'intermédiaire de l'APA. Grosso modo, ça met entre 2 et 3 mois. Autant vous dire que les patients sont souvent décédés avant que l'aide n'arrive. Donc là, c'est institutionnel, il y a un problème. Voilà. Après, il y a un autre fonds qui s'appelle le fonds FAS, qui est dédié à l'aide à domicile pour les soins palliatifs. Avant, il était de 3 000 € par mois pendant 6 mois. Maintenant, c'est 3 000 € pour 6 mois. Donc, c'est très restrictif. Donc voilà un tableau qui est un peu noir. Après, je prends, hélas, les aidants. Et moi, quand je parle qu'effectivement, ils s'épuisent, il y a effectivement l'épuisement. Et l'épuisement, il vient souvent de quoi? Eh bien, d'un déni de la maladie. Je pense à tous les patients les aidés qui ont des maladies type neurodégénératif, on va dire Parkinson ou Alzheimer. Il y a beaucoup d'aidants qui ne veulent pas entendre parler que il faut arrêter de donner à manger parce qu'effectivement il y a des fausses routes et que derrière on risque de faire de plus de bêtises qu'autre chose. Ça, c'est pas entendu par beaucoup d'aidants. C'est très complexe. Après, on est doté de très peu d'unités de soins palliatifs. Vous avez travaillé à Notre-Dame-du-Lac, qui se trouve dans le nord du département. Nous, on est obligé de travailler avec deux USP, celle de Jeanne Garnier et Cognac-Jeu. Alors, effectivement, Jeanne Garnier, le bateau amiral de soins palliatifs en France, 85 lits. C'est très peu finalement, 85 lits, au regard de ce que c'est. Et je vais finir par les bénévoles, pour les gratifier. Alors, l'association la plus importante sur la région parisienne, c'est Être là, Grand Paris. Combien de bénévoles? 200. 200 bénévoles pour une population de... Donc, à l'échelle du quartier, bénévole, moi, à l'heure actuelle, je travaille avec un bénévole. Un bénévole. Parce qu'en plus, on propose aux patients qu'on va faire des visites à domicile. La majorité des patients ne le souhaitent pas. Comme ils ne souhaitent pas non plus le soutien psychologique. Donc, pourtant, on leur propose. Voilà un petit peu. Alors, on entend votre colère. Moi, j'ai juste un descriptif du quotidien comme ça, aujourd'hui, sur un territoire, je dirais, francilien. Je dirais qu'à la limite, même quelquefois, la province est mieux dotée. L'ADMR en milieu rural se débrouille quelquefois bien mieux que certaines associations. Et en plus, le personnel des ADMR, ce sont souvent des gens du village. Donc, en fait, là, quand vous parlez du quartier, effectivement, ça peut fonctionner mieux. Et moi, quand je vous parle de tiers de vie qui viennent du 95 pour bosser dans le 92, parce que ça, c'est une réalité, vous ne pouvez pas avoir du lien. C'est pas possible. Et donc, est-ce que vous nous invitez à baisser les bras, à défaitistes? Non, continuez à travailler, essayez, mais je mets au défi quand même beaucoup de gens de continuer, de ne pas être d'une famille, de quelqu'un qui est avec quelqu'un qui va avoir une maladie neurodégénérative ou un cancer en dernier carat. Quand c'est pas quelqu'un de votre famille, ça me paraît extrêmement compliqué de l'accompagner. C'est déjà très compliqué quand c'est quelqu'un de votre famille, mais quand c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est bien compliqué. Moi, je veux bien un coup le domus, famille. La famille nucléaire, elle a éclaté. Parce que tout simplement, on vit dans des appartements de 36 mètres carrés. C'est pas possible. Seul, ce n'est pas possible. Moi, j'entends bien votre colère et je la comprends parfaitement. Mais je ne peux pas me résigner à en rester à ce constat sur lequel vous nous engagez à penser qu'il n'y a pas d'issue, en fait. Non, mais... Donc, le propos que j'ai essayé de défendre ce soir, c'est de dire que je partage le constat alarmant que vous venez de renforcer. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire? Mon propos, ça a été de dire arrêtons d'attendre que la solution vienne d'ailleurs. Comment faire en sorte de nous réapproprier? Après, le mouvement se prouve en marchant. Si on attend que les choses soient effectives pour se mettre en mouvement, on assistera à un système qui va probablement s'effondrer et qui se terminera de la façon que j'ai un peu décrite. Si vous voulez qu'on en parle, des stratégies ministérielles autour de la famille, on peut en parler. Mais vous voyez, il y a un moment donné, on s'est réunis ce soir pour essayer de se dire qu'il y a quand même des issues, et il n'y a pas que des impasses. Peut-être que justement, dans le constat que vous faites, très juste, la difficulté vient de ce que chacun est un peu dans son couloir. Si par hypothèse, on articulait, comme vous le souhaitez, tout ça au sein d'un écosystème dynamique, peut-être que ça régénérerait tout ça et éviterait que chacun soit dans son couloir épuisé. Ça, c'est des mots encore. Là, je suis assez pessimiste dans le sens où je ne vois pas pourquoi un voisin viendrait s'occuper. Ça arrive, je n'ai pas dit que ça n'arrivait pas, mais je ne vois pas comment quelqu'un qui n'est
pas de la famille, va venir s'occuper de quelqu'un qui est en train de mourir. Ça peut arriver, je n'ai pas dit que ça n'arrivait pas. Puis alors, je ne parle même pas des familles où les enfants, effectivement, sont soit en province, soit carrément à l'étranger, ou carrément n'existent pas. Et les gens qui sont totalement seuls, effectivement, aussi, c'est un constat que je fais au quotidien. Mais hélas, on ne peut pas devenir le fils, on ne peut pas devenir quelqu'un quand on n'a rien du tout. Quoi. Alors je reconnais qu'effectivement, on peut toujours sonner chez le voisin, mais rien n'est du tout. Madame. Oui, alors justement, moi je voudrais, dans la continuité de ce qui a été un peu dit, je suis moi-même aidante de ma mère qui est âgée, qui est en province, donc je suis une aidante TGV. C'est très compliqué et je suis épuisée. Et je suis très curieuse de vous entendre sur les méthodes, les stratégies de quartier. Parce que nous sommes à un tel niveau d'individualisme et absence de relations. Il y a une vacuité relationnelle qui est impressionnante. Pour citer une situation, ma mère est tombée il y a 3 mois dans son appartement. J'ai appelé un voisin qui m'a dit être indisponible, ne serait-ce que pour voir s'il était encore morte ou vivante, bien qu'il y ait un système de téléassistance qui ne fonctionne que si la personne ne se débat pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on va devoir procéder à une sorte d'éducation citoyenne? Auquel cas, ça risquerait d'être militaire, très volontariste. Est-ce qu'on doit glisser, je sais pas, je vous avoue que, voilà. Alors je partage votre inquiétude et votre perplexité, parce que moi non plus, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les recettes que nous avons utilisées jusqu'à présent ne pourront plus fonctionner. Voilà. Donc, soit nous baissons les bras, nous disons, il n'y a pas de recette alternative, et donc dans ce cas-là, nous allons nous laisser tous glisser vers de plus en plus de solitude, d'isolement, de moins en moins de soins, et au bout du compte... Mais on est déjà vers une très grande solitude. Soit nous nous disons, ça n'est pas ça que nous voulons. Et c'est là où le réflexe citoyen peut prendre des voies inattendues. Je ne suis... Alors, vous pourrez me qualifier d'idéaliste ou d'angélique. Je crois qu'il faut mettre des cierges. Peut-être, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, l'histoire des groupes montre qu'il faut être au bord de la rupture pour voir se reconfigurer des relations sociales qui, jusque-là, ont été un peu distendues parce qu'on attendait l'être venu d'ailleurs. Donc, peut-être que nous ne nous sommes pas encore fait assez peur. Et peut-être que nous n'avons pas encore suffisamment créé le sursaut. Je prends un petit exemple qui n'est pas révélateur, mais qui n'est pas démonstrateur, mais qui est un peu révélateur. Il a fallu le Covid pour que des gens disent « Ah mais oui, mais j'étais pas là pour mon papa, j'étais pas là pour ma maman, elle est morte à l'hôpital, j'en ai souffert, je n'avais pas envie, j'ai entendu des gens dire elle avait 95 ans, c'était pas son heure », alors que ces mêmes personnes n'allaient plus voir leur grand-mère depuis fort longtemps. Il a fallu que des circonstances nous choquent pour provoquer un électrochoc. Sans ça, on était encore dans la continuité de cette anesthésie générale qui consiste à penser que les pouvoirs publics pourront résoudre le problème. Et lorsqu'on a réalisé que les pouvoirs publics étaient impuissants, et que soit on laissait cette situation nous échapper, soit on s'emparait nous-mêmes de notre propre devenir, eh bien, il y a des choses qui ont été bougées au moment du Covid. Je vais être très provocateur, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais je pense que la crise du Covid, en particulier le confinement, n'ont peut-être pas duré assez longtemps pour que les enseignements fulgurants que nous avons pu en faire à certains moments s'inscrivent dans la durée. Et nous avons tourné la page de cette circonstance extraordinaire trop vite pour revenir à comme on faisait avant. Et nous n'avons pas pris la mesure de la gravité de la situation qui nous obligeait à inventer autre chose. Je vais faire une petite métaphore que je tiens d'un ami biologiste qui me dit
une étude qui vient d'un scientifique américain qui s'appelle Calloway, qui nous dit, quand vous prenez un bosquet d'arbres, un chêne, un hêtre, 3 bouleaux, un petit peuplier et un sapin, et que vous le mettez dans un environnement où la ressource est abondante. Vous le mettez à température tempérée, avec de l'eau, altitude modérée, bref. Les conditions de vie sont abondantes. La règle de ce bosquet d'arbres, c'est la compétition. L'arbre qui poussera le plus vite fera de l'ombre aux autres, et donc, il finirait même par les étouffer, par les éteindre. Vous prenez le même bosquet d'arbres, vous le mettez à 2000 mètres d'altitude, là où l'eau est rare, là où le vent est violent, là où l'humus est modéré et faible, et ainsi de suite, et vous observez, avec le même ADN des arbres, la même configuration génétique, des comportements complètement différents, à savoir des politiques d'entraide. Pourquoi? Parce qu'un arbre qui tombe, c'est le bosquet qui devient fragile. Et donc, cette petite métaphore, qui est une métaphore biologique, qui est une réalité observée et démontrée scientifiquement, pourrait-elle s'appliquer aux humains? Pourrait-elle provoquer chez nous des réflexes de solidarité que nous n'avons plus l'habitude de connaître, que nous pensons avoir complètement oublié parce que nous avons vécu dans une période d'abondance? À l'heure où nous rentrons maintenant dans une période de pénurie, est-ce que nous allons continuer à fonctionner dans un module chacun pour soi, ou est-ce que nous allons objectiver, nous rendre compte que notre santé dépend de la santé de notre voisin? Et ça peut changer considérablement la donne. Voilà, c'est pas de la philosophie que je vous fais, c'est de la biologie. Et j'espère qu'on sera encore des êtres biologiques et pas des êtres dénaturés, comme le disait Vercors. Merci. Je connaissais la petite métaphore biologique, parce que je suis biologiste moi-même. Je vous remercie de votre intervention et de vos derniers propos. Nous sommes effectivement à cette phase, cette crise majeure de l'histoire de l'humanité, dans toutes ses dimensions. Donc oui, le sursaut réside, et clairement, l'urgence est absolue. De vouloir se poser ces questions d'un changement relationnel, d'un changement de notre rapport à la vie, à la mort, et c'est un tournant à prendre. Et il ne faut pas craindre, effectivement, d'oser ces initiatives qui montrent, vous les avez testées, qu'on peut voir chacun, et qui sont susceptibles de modifier l'état d'esprit de notre humanité. Elles passent sous sa casse. De toute façon, le choix est là. Ce que nous allons voir, parce que le confinement, il est à nos portes encore, cette fois le confinement énergétique, on n'a pas besoin de rêver beaucoup en tant que tel. On se saisit résolument de notre condition humaine, ou on l'abandonne à l'IA ou à autre chose. C'est cette question. Donc je trouve qu'il faut avoir cette audace, cette confiance et cette conscience aussi, pour à la fois interpeller les professionnels de santé aussi. Moi je suis médecin, biologiste, etc., j'ai médecin de peu importe, j'ai fait beaucoup d'anthropologie, et j'ai accompagné aussi ma propre mère à 99 ans. Donc j'ai tous ces aspects dans une famille de 9 enfants, dont un de mes frères est trisomique 21 à 65 ans. Donc on en a un peu vu sur tous les aspects. Mais je dis oui, il faut, je crois, croire, c'est un cri d'urgence, un cri du cœur, où l'homme perd définitivement son humanité, ou alors il décide de se ressourcer, de la retrouver. Ou alors il la délègue complètement à l'IA, on voit qu'ils sont très bons en psy, mais parfois. Donc je crois qu'il ne faut pas trop craindre, on peut avoir des surprises. Comme on dit, personne ne se parle dans la rue, moi beaucoup de personnes me parlent dans la rue, et je vais vers eux et je ne crains pas. Il faut que nous soyons pleinement conscients de cette crise. Bien, on est à un tournant majeur de l'histoire de l'humanité, et ça n'échappera peut-être pas à tout le monde, parce que tout le monde n'en est pas conscient. Mais, et je reparlerai beaucoup de deux choses sur le plan de la formation. La notion du soin palliatif, comme était extrêmement importante comme culture palliative. Il est évident qu'elle doit être présente, non pas seulement au moment d'une maladie grave, évidemment, mais que le médecin, notamment le corps médical, redevienne soignant, en tout cas au moins dans son mental, dans sa pensée, qu'il ne soit pas cette espèce d'individu hautement technicisé, peut-être qu'on le fait maintenant. Donc il y a aussi à réinvestir de la part des corps professionnels, au-delà des difficultés de nous, effectivement, il faut une demi-seconde pour poser la main sur l'épaule de quelqu'un, et ça lui fait le plus grand bien. Donc réapprendre cette dimension, cette réhumanisation, déjà aussi au niveau de tous les professionnels de santé, ça me semble important, et des jeunes étudiants en tant que tels. Je crois que c'est important. Comprendre que c'est une culture qu'il nous faut réintroduire, une gestion de l'homme dans toutes ses dimensions, corps, âme, esprit. Il a fallu le sida pour qu'on s'occupe un peu du social. Bon. Là, le Covid a fait ce qu'il a pu, mais ça n'a pas été forcément une crise de solidarité qui s'est dit en tant que telle. On a vu
vu vraiment des choses assez dramatiques, tant sur le plan du corps médical que ce qui s'est passé dans les EHPAD et ailleurs. On a oublié, ça reviendra, c'était un apéritif, on aura la suite bientôt. Donc il s'agit vraiment, je crois, le constat est redoutable en tant que tel, mais c'est de ce constat, comme vous dites, qu'il faut chacun, à son échelon, là où il est, porter cette espérance pour pouvoir repenser la société et la vivre différemment. Et votre projet, je souscris complètement, autant que le propos, et je le dis partout, de ces difficultés que nous avons, c'est à nous de choisir. Et il faut être dans cette conscience-là, et peut voir des choses très importantes qui peuvent se mettre en place. Et je crois qu'il faut aller dans cette direction, avoir cette espérance pour le salut de l'humanité. Je vous rejoins sur à la fois le caractère urgent et le caractère radical. C'est-à-dire que nous sommes à la croisée des chemins. Et soit nous rêvons que nous pourrions continuer à vivre un peu comme avant, avec cette facilité du monde de l'abondance. Et là, la voie peut devenir assez problématique parce que les dernières études tentent à montrer d'ailleurs que les patients trouvent que l'IA est plus empathique que le soignant, que les gens désormais se confient sur leur peine amoureuse à l'IA, qu'ils ont des coachs de vie, voilà. Et donc cette manière de vivre de façon virtuelle est une petite mort du lien en réalité. Soit, et c'est la conviction que j'ai, l'être humain aime bien se faire peur, mais quand il voit qu'il est dans un risque radical, il préfère vivre. Parce qu'il préfère aller vers la vraie sensorialité, il préfère toucher une vraie main plutôt qu'une main de robot, fût-elle couverte d'une jolie texture. Il préfère avoir quelqu'un qui lui tient un peu tête plutôt que quelqu'un qui va toujours dans son sens. Au bout d'un moment, c'est plus très nourrissant. Vous voyez, il préfère des vraies saveurs aux saveurs factices, et ainsi de suite. Donc il me semble, et c'est pour ça que j'ai pris un petit moment tout à l'heure pour parler des 5 sens, il me semble que le choix radical qui est devant nous, c'est est-ce que nous voulons mourir ou est-ce que nous voulons vivre. Et mon livre d'ailleurs s'intitule, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais il s'intitule « Vivant jusqu'à la mort ». Alors, vous avez dit, Philippe, en préambule, que ça posait le sujet. J'ai très longtemps été embêté par ce titre que je n'ai pas choisi. J'avais des titres beaucoup plus absconses. Et mon éditeur a choisi « Vivant jusqu'à la mort ». Et je lui ai dit, c'est complètement con ton titre, parce que si je suis vivant, c'est que je ne suis pas mort. Si je suis mort, c'est que je ne suis pas vivant. Je comprends le côté commercial du titre, mais ça ne me parle pas assez. Je voudrais un truc plus nuancé. Et mon éditeur, qui est devenu un ami, m'a dit « Écoute, relis bien ton contrat, c'est moi qui choisis le titre. » Donc une fois qu'on avait dit ça, il fallait bien assumer le truc. Et j'ai fini par comprendre que ce titre était intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'on peut être mort avant d'être mort. On peut être psychiquement, on peut être socialement mort, on peut être spirituellement mort avant d'être mort. Mais à contrario, il dit que nous pouvons faire en sorte d'être vivants avant de mourir. Pleinement vivants. C'est la phrase de Maurice Zindel qui dit « L'important n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, l'important c'est de savoir si nous serons vivants avant la mort. » Voilà. Et Coluche disait ça encore mieux que Maurice Zindel, pardon pour Zindel pour qui j'ai une estime immense. Coluche disait « Si j'ai le choix, je préférerais mourir de mon vivant. » Et oui, et c'est bien vu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que nous allons finir notre vie comme des moribonds ou est-ce que nous allons faire en sorte que notre vie soit une vie de vivant, pas de survivant? Que nous ne soyons pas des survivants, capables de nous nourrir et de dormir et de satisfaire nos besoins primordiaux, mais de devenir vivants par la qualité des liens que nous allons tisser les uns avec les autres. Et je ne crois pas que fondamentalement l'humanité soit suicidaire au point de se détruire dans des mirages. Je pense qu'elle peut jouer à se faire peur et qu'à un moment donné, notre nature reprendrait le dessus et nous pousserait à aller à la rencontre de l'autre parce que c'est grâce à l'autre que nous nous sentons vivants. Je termine sur un petit point, pardon, mes réponses sont trop longues, mais vous savez, vous connaissez cette phrase de Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Et bien Jean-Paul Sartre a dû se dédire lui-même dans une émission que j'ai retrouvée en 1967, sur une émission de France Culture, il a dit, mais en fait, les gens n'ont rien compris de ce que je disais dans Huis clos en disant l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est pas les autres. L'enfer c'est l'absence de relation de qualité avec l'autre. L'enfer, c'est quand mes relations sont détériorées au point que je ne parviens plus à entrer en relation avec l'autre. Ah oui, ça change complètement la perspective.
Donc nous sommes en train de nous préparer à un temps d'enfer si nos relations avec les autres ne sont que des relations utilitaires, des relations virtuelles, et le seul moyen de sortir de cet enfer et de goûter à une forme de paradis, en tout cas de goûter à ce qui constitue le vivant, c'est d'oser aller à la rencontre de l'autre. Donc je mesure très bien les limites que vous constatez et je ne les discute même pas parce que je sais que ce sont des limites réelles aujourd'hui. Je pense que nous sommes, comme vous l'avez souligné, à un moment de basculement, soit nous changeons notre rapport, notre désir d'être en relation avec l'autre pour qu'il devienne nourriture partagée, soit nous sclérosons et nous restons dans nos petits tuyaux et on va finir par mourir. Et ce qui est très intéressant et paradoxal, c'est que en nous intéressant... Micro tant qu'à faire. Non mais c'est ce qu'on entend depuis que vous parlez. En nous questionnant sur notre propre rapport à la mort, nous sommes invités à redevenir vivants en quelque sorte. C'est ce paradoxe Exactement. que la société face à laquelle la société nous aujourd'hui. D'autres questions peut-être? Oui, mais c'est très bien parce que ça va faire le lien avec les deux interventions présentes. Avant que je vous pose une question sur un tout autre sujet. Je reste très optimiste quant à moi sur ce que vous avez évoqué sur les réseaux de voisins. Et ça a un lien avec le Covid que vous évoquiez. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Pendant le Covid, alors j'habite dans une rue qui est la même d'ailleurs que Bernard et François Despardeaux, mais un peu plus loin dans la rue parce qu'elle est très longue. Pendant le Covid, on avait tous besoin de relations sociales, on était tous dans nos maisons, scotchés devant nos écrans toute la journée en réunion pour ceux qui travaillaient, on n'en pouvait plus. Donc le soir à 20h, on sortait pour applaudir les soignants, et on en a profité pour vraiment créer des liens avec tous nos voisins. Mais quand je dis tous nos voisins, c'est tous nos voisins, c'est pas les deux voisins les plus proches. Et à l'issue de la période Covid, ces liens ont perduré. On a constitué un groupe WhatsApp dans la rue où on est plus de 50 à être sur le groupe WhatsApp, donc c'est pas un petit groupe WhatsApp, et c'est un groupe d'entraide. Alors c'est un groupe d'entraide qui va servir par exemple à se prêter une tondeuse ou à emprunter ou à plutôt donner de la farine à un voisin et qu'il en manque pour faire un gâteau, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et je vais vous donner deux exemples plus concrets et qui vont dans le sens de mon optimisme sur l'entraide du voisinage. On a des voisins qui sont beaucoup plus âgés que d'autres, et en particulier, on avait, alors là, parce qu'elle est partie en EHPAD, mais elle avait à peu près 90 ans, et bon, elle avait mon numéro de téléphone, et elle est tombée chez elle, et elle ne pouvait pas se relever toute seule, elle n'arrivait pas à joindre ses enfants, qui, bien qu'habitant Plamar, elle n'était pas juste à côté, donc elle m'a appelé. J'ai tout de suite mis un message sur le WhatsApp de la rue, parce que je n'étais pas capable, moi, de la relever toute seule. Il y a 5 voisins qui l'ont appliqué à 21h. Et très récemment, il y a une autre voisine qui a mis un message parce que son fils d'une douzaine d'années qui rentrait chez elle pensait se retrouver face à un cambrioleur parce qu'il avait trouvé la porte du garage ouverte. Donc panique à bord. Et donc là, il y a 10 voisins qui ont appliqué dans les 5 minutes. On se trouve que c'était un mercredi après-midi, on était beaucoup en télétravail. Mais ça vous donne quand même l'exemple de l'entraide qui est possible quand on a vraiment des liens qui se créent au sein d'une communauté. Donc ça, c'est peut-être pour apporter la touche d'optimisme. Maintenant, j'arrive à un tout autre sujet sur lequel j'ai une question, c'est sur les proches aidants. Les proches aidants n'ont pas toujours le loisir et la possibilité, en particulier financière, de ne plus travailler ou de réduire suffisamment leur temps de travail. Or, on sait bien tous que quand on est proche aidant, et je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle, des gens qui en connaissent, on ne peut pas travailler à temps plein ou on n'a pas la disponibilité d'esprit suffisante pour travailler de façon optimale en permanence. Donc, est-ce qu'il y a des initiatives, des réflexions qui sont en cours pour que les entreprises prennent la mesure de cet état de fait? Vous le disiez, il y a 12 millions de proches aidants en France. Ça va augmenter dans les années à venir. Si rien n'est fait dans les entreprises, on ne va pas y arriver. Merci pour ce témoignage et merci pour cette question qui est une question essentielle. Oui, il y a de plus en plus une prise de conscience de l'entreprise que la question des aidants n'est pas une question périphérique, que ça devient une question centrale et que ça le sera de plus en plus en raison des projections démographiques. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? Il se trouve que moi je suis assez moteur sur ce sujet-là à travers le cercle vulnérabilité et société. Je vous ai dit tout à l'heure, on a fait des grilles de correspondance entre la pratique de l'aidant et sa possibilité de valoriser ses savoirs expérientiels en compétences professionnelles. Ça veut dire que derrière, on a travaillé avec des acteurs du recrutement comme Randstad, comme France Travail, pour qu'ils soient capables de faire comprendre à l'entreprise qu'un aidant, ça a des compétences, mais ça a besoin de respecter un certain rythme.
Ça veut dire que l'entreprise, et c'est exactement ce que je travaille demain et ce que je travaille la semaine prochaine, donc votre question tombe dans une forme d'actualité, l'entreprise est obligée, est amenée à elle-même aussi faire une profonde transformation de la manière dont elle pilote les ressources humaines, pour passer d'un modèle où les ressources humaines, vous demandiez quelque chose, vous l'obteniez tout de suite, parce que les gens étaient disponibles et avec de l'énergie, à ce qu'on appelle désormais une ressource intermittente. C'est-à-dire que l'aidant, ça va devenir une forme d'intermittent de l'entreprise. Il y a des moments où il est disponible, il y a des moments où il ne l'est pas. Et il est en cela modélisant pour plein d'autres situations de maladies chroniques. La personne qui vit avec un cancer de façon chronique, elle va être dans la même configuration. Il y a des moments, elle est disponible, et des moments, elle ne l'est pas. La personne qui est en deuil, il y a des moments, elle est disponible, il y a des moments, elle ne l'est pas. Et ainsi de suite. Les problèmes de santé mentale, puisqu'on est aujourd'hui sur la santé mentale, grande cause nationale, encore en 2026, c'est la même chose quand vous avez quelqu'un qui a des troubles autistiques ou quand vous avez quelqu'un qui a des problèmes de bipolarité. Et la bipolarité, c'est 3% de la population, hein, ce n'est pas des petits phénomènes. Eh bien, ça veut dire que le monde du travail ne peut plus fonctionner en se disant « je prends les gens sains et je me débarrasse des gens qui sont en mauvaise santé », parce que tout le monde, parce que 100% de la population, et on l'a démontré, a tôt ou tard un problème de chronicité, de non-disponibilité, que ce soit un épuisement, que ce soit une maladie, et ainsi de suite. Donc, le cercle Vulnérabilité Société travaille depuis 8 ans exactement sur cette thématique pour faire en sorte que le monde de l'entreprise soit capable d'intégrer une réalité objective. C'est que nous sommes tous vulnérables, nous sommes tous des intermittents. Pour certains, c'est plus visible que pour d'autres, mais les gens qui ont des handicaps invisibles parce qu'ils sont déficients auditifs et qui n'ont pas osé le déclarer à leur employeur, parce qu'ils n'ont même pas osé aller à la MDPH pour faire reconnaître ce handicap, sont des gens qui ont aussi des formes d'intermittence. Et donc, c'est tout le monde du travail qui doit apprendre à se reconfigurer autour de ça. Et pour ça, on est aidé par des organisations comme, évidemment, France Travail, le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, les partenaires sociaux, le patronat, et on est en train de réaliser que le monde du travail ne peut pas faire l'économie de cette réalité que la ressource humaine est en réalité une ressource plus fragile que ce qu'on croyait, que le pic des bien portants est dépassé. Il n'y aura plus de bien portants, il n'y aura que des gens qui auront des maladies chroniques. 20 millions de Français souffrent de maladies chroniques, on en attend 30 millions à l'horizon 2035. Donc ça va être une réalité. Aujourd'hui, 15% de la population active est aidant, 5 millions d'aidants sur 30 millions de population active. 15% de la population active souffre de maladies chroniques. 10% de la population active, 3 millions de personnes handicapées travaillent. Donc vous voyez, tout ça, mis bout à bout, fait que l'entreprise est obligée de bousculer ces codes de management. 2 dernières questions, et puis après, on prendra un temps de... Excusez la longueur de mes réponses. Non, mais... Je voudrais remercier de la hauteur de vue, de la qualité socio-politique, humaniste, et aussi retomber un peu peut-être le pied sur terre en me disant, moi, par exemple, et j'imagine que c'est un souhait qui est assez partagé ici dans cette salle, qui me soucie, qui souhaite mourir chez moi, est-ce que vous avez des conseils à me donner sur comment je prépare le terrain de telle manière que ça ait plus de chances de se réaliser? Puisqu'il faut mourir, je préfère chez moi. Non, je n'ai pas de vrais conseils, sinon ceux que j'ai déjà un tout petit peu évoqués. Plus votre tissu social autour de vous sera vif, et plus vous aurez des chances de pouvoir rester chez vous. Donc ça veut dire que nous sommes aussi invités à investir notre santé pour rester chez nous sous l'angle social, et pas simplement sous le fait de prendre 5 légumes et fruits par jour ou de monter des marches d'escalier. Bien sûr que la prévention santé, elle est essentielle. Vous savez combien représente le budget alloué par la Sécurité sociale à la prévention santé en France? 3%. 3% du budget de la Sécu, c'est de la prévention santé. Et c'est que de la prévention santé physique. Donc nous n'avons toujours pas de politique de prévention santé psychique digne de ce nom. Nous n'avons toujours pas intégré la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé de 1946. 1946. La santé est un état
de complet bien-être physique, mental et social, et pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire que nous, en tant que citoyens, nous avons l'obligation de penser notre société comme les soins palliatifs l'ont pensé dès l'origine, de façon globale, c'est-à-dire notre santé dépend de la santé de nos proches, la santé de nos proches dépend de notre santé, dans les dimensions physiques, psychiques, sociales, spirituelles, intellectuelles, affectives, et prendre en main, vivre, c'est faire en sorte de se ménager la potentialité de cette santé sous l'angle global. Voilà, c'est à peu près la seule réponse que je peux vous donner. L'autre réponse, elle est beaucoup plus matérielle. La cigale et la fourmi, eh bien, il y en a une qui passait mal l'hiver et l'autre qui le passait un peu mieux. Donc pouvoir, et ça c'est l'effet luxe que j'ai énoncé tout à l'heure, pouvoir rester chez soi suppose d'avoir les moyens aussi financiers de pouvoir le faire. Le Fonds FNAS, merci d'avoir rappelé qu'il est en effondrement, que la dépense publique elle-même est très contrainte. Donc il y aura des inégalités inévitables, parce qu'il y a ceux qui pourront s'offrir une mutuelle de qualité, et une prévoyance de qualité, et ceux qui ne pourront pas. Et donc il faut s'attendre à ce que notre système devienne de plus en plus inégalitaire, car nous n'avons probablement plus les moyens de la solidarité que nous avons connue dans le passé. Oui, d'abord merci pour vos propos pleins d'espérance. Je partage totalement l'idée que la relation est un soin, mais la relation ne suffit pas aux soins. Vous avez évoqué l'hospitalisation à domicile, et je sens qu'il pourrait y avoir un continuum avec, je dirais, les lois et règlements qui permettent de transférer des soins non seulement à des personnels de santé, mais également à des aidants. À cet égard, je vais vous citer brièvement mon expérience. Pardonnez-moi de vous la livrer, mais j'ai eu le privilège de travailler pendant 40 ans avec le professeur Claude Ricourt, que vous avez peut-être entendu parler, qui a monté en France les soins à domicile pour des enfants en nutrition parentérale. Qu'est-ce que veut dire la nutrition parentérale? Ce sont des enfants qui étaient nourris essentiellement, voire uniquement, par voie veineuse avec un cathéter dans le cœur. Nous étions au début des années 80. Vous imaginez les risques? Il fallait de l'audace. Et l'audace, c'est un mot essentiel. Et chemin faisant, eh bien, ça s'est structuré. Aujourd'hui, il y a en France plus de 800 enfants qui sont en nutrition parentérale à domicile. Et ça ne défraie pas la chronique, mais ça existe. Et ça s'articule autour d'un certain nombre de règlements et de structures aidantes, comme la MDPH, la maison départementale pour, pardonnez-moi, Personnes handicapées. pour personnes handicapées. Bon, donc tout ça, l'audace est important. L'autre aspect que je voulais évoquer, vous avez, d'accord, pas d'accord, mais pas jouer sur les mots, mais préciser que le palliatif et le curatif ne s'excluaient pas. Pour autant, dans l'esprit de bien des médecins que nous sommes, il y a une bascule très claire. Et cette bascule est sous-tendue par un sentiment terrible de la part des médecins, dont ils ont peine à se départir, c'est le sentiment d'échec. Et donc, lâcher un patient en disant « je ne peux plus rien pour lui, je suis mis en échec », est quelque chose de terrible. Or, si on met, je dirais, en relation toutes les structures, y compris les infirmières de technique avancée, y compris les spécialistes de la gestion de haute spécificité, comme des soins palliatifs, pour faire face à la douleur physique, psychique, etc., il y a la possibilité de conduire et articuler également avec l'hospitalisation à domicile des soins palliatifs à domicile. Donc, je pense qu'il manque, et là j'en prends non pas la responsabilité, mais je partage cette déception, c'est qu'il manque aux médecins une part d'initiative dans ce domaine. Alors ma question c'est, quel est votre, parce que vous n'avez absolument pas parlé des médecins, mais je ne veux pas, hein. C'est pas les personnages les plus importants,
Mais néanmoins, vous l'avez rencontré, quel est le sentiment que vous avez perçu de leur part sur l'idée un peu loufoque des soins palliatifs à domicile? Merci. Vous soulevez, je vais reprendre plusieurs points de votre réflexion. La première, pour avoir observé comment les familles et les bénévoles sont impliqués dans la commission des soins en Angleterre ou au Québec, je trouve que nous avons des marges de progrès parce que notre système qui se veut sécuritaire confine un certain nombre de tâches à un certain nombre de professionnels. Et donc, nous avons des pudeurs qui n'ont plus de raison d'être, qui sont même, à mon avis, devenues délétères, à l'idée que les aidants pourraient faire des actes, que les bénévoles pourraient faire des actes. On voit au Québec la manière dont les bénévoles participent aux soins, peuvent participer aux toilettes, participent à l'alimentation. Certains développent des pseudo-certificats qui leur donnent une légitimité de compétence dans un domaine ou dans un autre. Ça veut dire qu'en fait, et ça va rejoindre votre deuxième réflexion, nous avons en France un goût immodéré pour la sécurité. Oui, alors pardonnez-moi de vous couper, ce que je n'ai pas dit dans le contexte de ce parental que nous avons développé, c'est que tout reposait sur les parents. Ce qui, au début des années 80, était non seulement innovant, mais terriblement audacieux. Parce qu'il n'y avait pas une infirmière qui pénétrait au domicile, c'était les parents qui étaient formés par nos soins à l'hôpital pendant 3 semaines. Et la formation peut s'appliquer aux familles, aux bénévoles, à qui on veut, pourvu qu'elle soit structurée et reconnue comme formation dans, bien sûr, des principes de sécurité. Mais les transferts sont absolument possibles. Et là, je peux en témoigner, et à maintes reprises. Mais on a heureusement progressé un peu avec le temps. On a désormais des gens qui sont des patients experts, des gens qui participent à des travaux de recherche. On voit que cette frontière, mais je suis ému d'entendre ce que vous avez mis en place dans les années 80, parce que je mesure à quel point c'était périlleux, audacieux, mais en même temps périlleux. Aujourd'hui, on a un peu progressé, simplement on a encore en France une espèce de culture du professionnel d'un côté et du profane de l'autre, les deux ne se mélangeant pas bien. Donc si nous voulons pouvoir développer le domicile, il va falloir que les profanes, donc la famille, mais aussi les bénévoles, puissent acquérir des compétences de nature quasi professionnelle et soient légitimes à les mettre en œuvre. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc merci pour ça. Ça veut dire que l'audace que vous soulignez, vous avez parlé d'initiative également, eh bien, elle consiste à renverser nos conditionnements de pensée et à se dire, plutôt que de se dire c'est pas possible, commencer par se dire oui, mais c'est souhaitable. En fait, qu'est-ce qui est souhaitable plutôt que qu'est-ce qui est possible? Et on a tellement tendance en France à dire on va pas le faire parce que c'est pas possible, parce que réglementairement, parce que moralement, parce que historiquement on est enfermé dans nos modes de pensée. Eh bien, c'est le moment où notre système est en crise et en situation de quasi-rupture qu'il faut libérer l'audace et l'inventivité. Il y a des mécanismes qui existent pour ça. Il y en a un qui est assez, encore un peu rudimentaire, je trouve, mais c'est l'article 51 de la loi de sécurité sociale qui permet d'avoir des expérimentations et puis de voir si ça fonctionne et après de pouvoir les généraliser. Donc c'est ainsi que certaines associations entreprennent des choses et puis sous expertise de la puissance publique. Mais si nous ne prenons pas la mesure de la gravité et que cette mesure de gravité ne nous propulse pas dans l'audace, dans l'inventivité, dans l'initiative, dans le fait de se dire c'est souhaitable, donc essayons, et bien dans ce cas-là, on va être tétanisé. Je regardais il y a quelques jours un documentaire sur un monsieur qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle monsieur Elon Musk, mais ce documentaire était intéressant parce qu'il racontait l'histoire de SpaceX, la manière dont on a oublié comment il y a 15 ans, il a osé changer complètement le logiciel de la NASA, en passant non plus par des systèmes publics, mais passant par du financement privé, comment il a osé non pas théoriser le fonctionnement d'une fusée et ne la mettre au lancement que quand on avait balayé toutes les hypothèses, non, il a fait décoller des fusées qui explosaient, et il s'est forcé d'apprendre à chaque fois que ça explosait, et en fait il a gagné en temps. Il a gagné un temps considérable, et il a fait en 10 ans, parce qu'il a pris des risques,
ce que la NASA n'avait pas réussi à faire en 50 ans parce qu'elle refusait de prendre des risques. Donc il y a cette culture du risque qui est à promouvoir, encadrer, hein, ce n'est pas la culture de l'inconscience ou de l'inconsistance, mais quand même, nous sommes très frileux aujourd'hui, je trouve. Donc merci pour cette idée-là, quand vous dites que finalement les professionnels sont tétanisés par ce qui pourrait apparaître comme une forme d'échec médical. Nous n'avons pas en France une aisance à l'égard de la culture de l'échec comme étant le marchepied pour la réussite. Ça, les anglo-saxons nous dépassent très très nettement. Je veux croire que l'urgence nous propulsera dans cette culture de l'échec, de l'essai-échec, de l'enseignement. Je rebondis juste sur un point parce qu'on en a à peine parlé et je trouve que c'est quand même une perspective intéressante. La colère de monsieur tout à l'heure autour des ressources très insuffisantes et qui sont objectivées, hein, pourrait peut-être, il y a une piste qui me semble souhaitable, c'est plutôt que de diaboliser l'IA, de se dire qu'il y a un grand nombre de tâches, et notamment les tâches bureaucratiques, que notre système a déléguées aux professionnels de santé et qui leur consomment un temps et une énergie et un facteur de motivation considérable et qui pourraient être exercés désormais par une IA qui serait construite à cette fin-là, de sorte que nous puissions réemployer, indépendamment de la pénurie en nombre de personnes physiques, mais que nous on a aussi une pénurie en termes de temps de soins disponibles, et bien que nous puissions réemployer ce temps gagné par l'IA dédié à des tâches plus bureaucratiques vers les tâches de soins, vers les tâches d'accompagnement. C'est un moyen, non pas de remplacer les soignants, mais d'atténuer la baisse démographique. C'est un moyen de peut-être redonner du sens. J'ai fait toute une étude sur l'attractivité des métiers de la santé. Le premier facteur que les professionnels de santé désignent comme étant leur facteur de motivation, c'est la relation. Les professionnels de santé choisissent ces métiers pour être dans des relations. De quoi les a-t-on privés? Précisément de la relation en dédiant leurs tâches vers des tâches beaucoup plus sécuritaires, voire bureaucratiques. Et le premier facteur de désengagement des professionnels de santé, c'est précisément parce qu'ils n'ont plus accès à cette relation. Et quand on répond aux professionnels de santé en disant « on va vous augmenter de 183 € par mois à l'issue du Ségur du ministère qui a fait cette mesure », c'est pas répondre à la vraie demande, c'est répondre à une demande, besoin d'avoir une vie digne et des finances qui sont adaptées, mais l'argent n'est pas le premier facteur de motivation des professionnels de santé. Donc comment rendre du temps relationnel aux professionnels de santé me semble être quelque chose qui est compatible avec un développement de l'IA. Voilà aussi ce que je voulais dire. Dernière petite question avant de passer la parole à Bertrand. Question brève, une réponse brève si vous pouvez. Comment aujourd'hui, demain, nous pouvons tous, là où nous sommes, devenir acteurs de ce changement? Par quel premier pas faire pour rentrer dans cette nouvelle dynamique? Eh bien, c'est votre micro qui le dit peut-être. Ah non, alors, parce qu'il est de coutume ici que la soirée soit conclue par Bertrand qui va faire une synthèse. J'entends des grésillements, donc je savais pas. Oui, c'est c'est celui-là. Okay. Alors, en fait, ça va être assez rapide. Je vais essayer de m'aventurer sur une réponse rapide. Vous avez compris que j'aime bien saisir les questions pour développer encore d'autres idées. Pour moi, la réponse consisterait à dire la prochaine fois que dans ma rue ou dans mon environnement, je vois quelqu'un et que je me dis « Oh, cette personne a sûrement besoin qu'on s'intéresse à elle, mais j'ai pas le temps », c'est peut-être le moment où il faut s'arrêter et se dire « si je prenais le temps ». Voilà. Et ça commence par des petits gestes aussi simples que ça, pour éviter de partir trop vite sur des grandes idées, des grands systèmes qui vont devenir théoriques. Voilà. Donc à chaque fois qu'on se dit peut-être que là je ne perdrai pas beaucoup de mon temps et peut-être que même je vais gagner quelque chose d'intéressant, je vais faire une rencontre, je vais découvrir, je vais me mettre en situation de faire une expérience nouvelle, et à ce moment-là, je pense que c'est là où on commence à recréer le lien le plus efficace. Merci infiniment. Merci. Surtout, dites bien aux uns aux autres qu'ils ont manqué une très très grande soirée, une très grande rencontre de Saint-Jean. C'est extrêmement riche, ça ouvre énormément de perspectives. Donc voilà, faites bien la pub autour de vous pour que les gens puissent avoir le privilège d'écouter Tanguy en vidéo. Pour conclure, il est de coutume ici qu'une synthèse soit apportée par notre ami Bertrand. Donc je vous laisse la parole. Et puis après, on prendra un petit temps de dédicace avec votre livre. On fera la vidéo aussi. Le temps, effectivement, nous presse, donc je ne vais pas être long, mais effectivement, Philippe donne la parole pour quelques mots pour rassembler un petit peu ce qu'on a échangé ce soir.
Vous avez dit beaucoup de choses et l'assistance a montré que le sujet était passionnant. Et là, ça sera plus élégant Était quand même. passionnant pour tout le monde. Alors moi, je voudrais commencer en faisant une petite remarque sur le fait qu'il y a eu moins de monde que ce qu'on espérait. Et une des raisons, c'est qu'on a eu un problème de calendrier et il y a beaucoup de gens qui sont allés dans une formation qui est tout à fait exceptionnelle, assurée par un de nos célébrants, qui est sur l'Apocalypse. Et je me demandais, en écoutant vos premiers propos, si on n'était pas également dans une scène d'Apocalypse. Parce que, effectivement, le tableau que vous nous avez fait de ce qui pouvait nous arriver n'était pas extrêmement encourageant. Donc voilà, c'est la première réflexion que je voulais faire. Alors, sur le thème que vous avez abordé, donc, vous nous avez dit effectivement que mourir chez soi était un droit, et vous avez évoqué différentes lois. Alors moi qui suis juriste, j'ai apprécié, il y avait la loi de 99, la loi de 2002. Bon, donc la loi, mais on sait que les textes de loi, c'est intéressant, mais c'est insuffisant en soi, et d'autant que vous nous avez montré que cette loi était peu effective, que ce droit était peu effectif. Et au fond, le plus intéressant peut-être, c'est ce que vous nous avez dit sur la manière de relever le défi collectif, qui était votre troisième point. Et là, vous nous avez donné au fond plein de pistes pour essayer de relever ensemble ce défi. Par exemple, vous avez évoqué l'idée de développer des habitats partagés. Vous avez dit que c'était l'affaire de tous et pas seulement de spécialistes. Vous avez dit qu'il fallait aussi replacer cette question sur un temps plus long entre la maladie, la mort et le deuil. Vous avez dit aussi qu'il fallait mettre en œuvre la subsidiarité. Alors ça, c'est un principe de droit, effectivement, que l'Europe, par exemple, évoque beaucoup, mais pratique assez peu. L'Église aussi évoque beaucoup la subsidiarité et le pratique aussi pas autant qu'elle ne le devrait. Voilà, donc vous avez évoqué de nombreuses pistes. Et en même temps, on a eu dans l'assistance beaucoup de réactions finalement qui étaient un peu de souffrance ou de difficulté dans ce qui se vivait à la fois dans vos métiers et dans vos relations familiales. Et vous avez aussi évoqué le fait qu'on était sans doute dans une situation où on était au bord de la rupture. Et donc là, on rejoint à nouveau des perspectives assez noires. Vous avez dit qu'on était à la croisée des chemins, et que soit on allait se confier à l'intelligence artificielle, ou au contraire qu'on allait être devant un sursaut. Et peut-être que l'humanité, finalement, lorsqu'elle se trouve au bord de la rupture, au bord du précipice, finalement, elle choisissait la vie. Et donc là, c'est le Deutéronome qui nous invite à choisir la vie également. Et donc là, je conclurai en disant que, en relevant aussi le terme d'espérance que vous avez évoqué, et l'un ou l'autre d'entre vous a également repris ce terme-là, et parce que notamment la qualité de ma relation était fondamentale, et vous avez évoqué notamment dans votre témoignage sur la personne que vous avez rencontrée dans vos visites à la place de Clichy, que la qualité de leur relation était essentielle et pouvait changer beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé aussi la citation que vous avez faite en disant que dans les dernières phases de sa vie, l'homme cherche une dernière fois à se mettre au monde avant de disparaître. Je trouve que c'est une très belle formule aussi. Et un dernier mot pour dire que vous avez évoqué ce terme d'oser la rencontre. Et là, on retrouve aussi une des initiatives que nous avions prises dans cette paroisse, qui était d'oser la rencontre. Alors, je vous propose que nous osions la rencontre autour d'un verre de Saint-Joseph.